Euh, on est réunis là pour faire le bilan et la première émission de Radio Guerre de classe. Donc, le bilan et perspective du mouvement social qui existe depuis maintenant un an. Donc, c'est le réveil de la vieille taupe et des luttes de classe radicales. Donc, nous sommes bientôt on a même dépassé les un an de lutte. Donc, avant de commencer et de poser des questions, je voudrais rappeler que dans cette trajectoire-là, Francis, vous nous avez transmis plusieurs textes. Donc, le premier texte que vous nous aviez envoyé, qui était très intéressant sur le sujet, c'était avant que les Gilets jaunes apparaissent. C'était donc il y a 50 ans, qui faisait le bilan de ce qui s'était passé en 68, et c'était pas juste un rapport mémoriel de ce qui s'était passé, mais c'était plutôt une compréhension déterministe qui nous amène pourquoi 68 avait échoué et pourquoi ça allait nous amener à une nouvelle crise, donc celle de 2018. Et quelque part, vous parliez évidemment pas des Gilets jaunes, mais vous prévoyiez que ça allait ressurgir. Et donc, dans un deuxième temps, puisque les Gilets jaunes ont ressurgi, vous avez en deuxième temps publié un texte qui s'appelait Gilets jaunes, bilan et perspective, qui faisait le bilan également du mouvement en lui-même, et que ce n'était qu'un début. Donc là, puisqu'on est à un an de lutte, on va faire le point sur ce qui se passe actuellement, puisque nous sommes dans un mouvement hétérogène entre la grève qui est en train de monter, mais qui est encore largement syndicalisée, et les Gilets jaunes qui sont en sous-jacence, mais toujours bien présents dans cette lutte-là. Donc, est-ce que vous pourriez réagir un petit peu à ce sujet-là et nous donner un point d'éclaircissement sur ce retour de la lutte des classes qui avait été depuis longtemps enterré par bon nombre de personnes et de sujets universitaires? Alors, pour poser la question du retour de la lutte de classe, et donc pour poser à partir de là la perspective du ressurgissement de la vieille taupe, il faut toujours se rappeler qu'à travers les manuscrits de 1944, l'idéologie allemande, les Grundrisse, le Capital, on a une vision dialectique qui nous met en négative des apparences pour saisir l'histoire comme phénoménologie, c'est-à-dire comme radicalité des profondeurs. La lutte des classes n'est pas un objet social posé sur le chemin de la quotidianité chronologique. La lutte des classes n'est pas un objet social. C'est une dynamique contradictoire. Et comme toute dynamique contradictoire qui positionne l'essence de l'historicité profonde, elle est hétérogène. C'est-à-dire que la lutte de classe, ce n'est pas une pure réalité qui apparaît et qui, de manière linéaire, avance et fait tomber les digues. C'est une dynamique dialectique entre l'en-soi, le pour-soi, le retour à soi, le flux, le reflux, le flux, le contre-flux, le reflux, le contre-reflux. C'est une dialectique qui positionne des mouvements d'aller et retour en fonction du fait que la lutte de classe du prolétariat et la lutte de classe du prolétariat en tant que rapport social. On définit le prolétariat par le rapport social objectif de production et de reproduction de la réalité historique qui produit l'histoire de la production de l'histoire de cette lutte de classe. Et c'est cette circularité dialectique qui fait signification, compréhension, radicalité et conscience. Donc, à partir du moment où la crise de 68, qui était le commencement de la crise de la domination réelle achevée, n'était pas une crise de l'implication réciproque prolétariat-capital dans sa substantialité profonde, telle que cette substantialité profonde produit le procès de caducité du capital, quand le capital est dans l'impossibilité de positionner une restructuration supérieure, nous avons eu dans les années 70-80 la restructuration supérieure avec la mise en marche de l'endettement, de la fictivité du capital, des chimères effectivement de l'épargne mondialisée, tout ce que Marx avait prévu dans le livre 3 et dans le 6e chapitre. Donc, les gens qui, à partir de la défaite de 68,
n'ont pas compris qu'il y a des flux et il y a des reflux. Ils ont été effectivement emprisonnés par cette théorisation de l'économie politique de la résignation qui, à travers toute une série de théoriciens lamentables de l'universitarisme critique de la marchandise, péricritique ou paracritique, produisait une merde lamentable de l'économie politique, même décorée avec effectivement des perspectives de distanciation. La grande mode des années 80, c'était la fin de l'histoire. Il n'y a plus d'histoire. La démocratie du capital est l'horizon indépassable. Et il n'y aura plus jamais de lutte de classe. Ce qui fait que les universitaires de la légitimation capitaliste nous expliquaient que c'était fini, que le capital avait tout digéré, mais en même temps, toute une série de gens qui n'étaient pas articulés sur la détermination et sur la critique dialectique, même s'ils avaient flirté, même s'ils avaient eu des relations plus ou moins amoureuses avec la critique radicale, s'étaient rangés et eux-mêmes avaient été digérés. Et donc, la grande nuit obscure de l'idéologie de ces années-là, c'était il n'y aura plus jamais de lutte de classe radicale, le prolétariat a disparu. Et heureusement, dans la compréhension radicale de ce qu'est la vieille taupe, il y avait un tout petit nombre de groupes radicaux qui travaillaient le déterminisme, la crise, la compréhension de l'économie politique, de la domination réelle, de la domination formelle, et qui nous ont transmis ce savoir, à savoir que le réel n'est pas l'apparence première des choses, à l'écume des choses, mais le réel est la grande profondeur contradictoire qui fait qu'il y a des phases historiques de flux révolutionnaires, et il y a des phases révolutionnaires qui après retombent, et il y a des grandes phases de contre-révolution. Donc, la défaite de 68 n'est pas la défaite du prolétariat historique pour toujours, c'est la défaite du prolétariat historique en un moment donné de restructuration encore possible. Et dans les années 80-90, toute une série de groupes où j'ai eu la chance de passer ont théorisé contre le volontarisme, contre le pessimisme, contre la subjectivité, contre le narcissisme de l'apparence, le retour à la compréhension radicale et déterministe des luttes de classe. Et si nous n'avions pas prévu le jour, l'heure et la seconde de novembre 18, nous savions que compte tenu de la crise de 2008, compte tenu des restructurations factices, du capital factice, dans le cadre d'une économie factice, avec une saturation généralisée du marché et avec une baisse du taux de profit accéléré, nous aurions entre 2017 et 2020 les premiers signes d'un grand renversement. Et ce grand renversement, ça a été la crise des Gilets jaunes, qui n'est pas un phénomène spontané, littéraire, lyrique, poétique, survenu par hasard. C'est la tendance historique profonde de la lutte de classe profonde qui ressurgit. Sauf que le prolétariat, dans son rapport social hétérogène, a des surgissements hétérogènes. Et dans le cadre des gigantesques restructurations qu'a connues le capital dans les années 70, 80, 90, on a un prolétariat hétérogène avec des situations sociales décalées qui produisent effectivement des décalages de surgissements révolutionnaires. En 2018, on a vu surgir la masse prolétarienne du prolétariat dépourvu, démuni, de la périphérie, du privé en décomposition et en surexploitation, et c'était massivement justement ce prolétariat de l'espace privé, de l'accumulation privée. Aujourd'hui, il y a toujours des temps de décalage et il faut les comprendre. Il est normal dans la logique déterministe de la crise du capital que ce soit les plus démunis de la périphérie, tout ce que Marx et Engels ont effectivement théorisé dans les années 1860, ce livre génial, La question du logement, qui nous explique en 1862 ce que tout le monde aujourd'hui produit en gargarisme infini sur la France des métropoles et la France périphérique, qui est théorisé par Engels en 1862. La lutte des classes dans le cadre de la domination réelle et du surgissement des métropoles impérialistes du mondialisme avec la classe capitaliste, ces couches boboisées et ces clientèles immigrées qui constituent la centralité de la métropole privilégiée, et le prolétariat qui a disparu des centres-villes, qui n'existe plus ni à Toulouse, ni à Paris, ni à Bordeaux, ni à Montpellier, et qui a été expulsé, comme le dit Engels dans la question du logement, à la périphérie. Donc on a deux temporalités complémentaires,
contradictoires, hétérogènes, mais qui tendent à l'unification du rapport social dans la crise du capital. Donc, 2018, les gilets jaunes qui représentent la masse des salariats du privé, et on a 2019, les dernières citadelles du public qui sont pulvérisées par les obligations de rentabilisation de ce que la Commission européenne de l'OTAN impose à la restructuration du capital français. Donc, on a deux temps. Mais décembre 2019 et décembre 2018 doivent être liés dialectiquement. C'est la même histoire, c'est la même unité conceptuelle de la lutte de classe, mais avec un décalé, parce que le privé et le public, compte tenu de leur histoire et compte tenu des enfermements syndicaux, ça fonctionne différemment sur des positions historiques et sociales différentes. Oui, Francis, vous nous dites que la lutte de classe, c'est le produit d'un rapport social. Et donc, je voudrais peut-être poser la question de la conscience de classe, qui est elle-même un produit du rapport social. On a l'exemple de 68 où il y a, alors c'est pas généralisé, c'est quand même massif, même si c'est pas chez chaque individu personnellement, mais il y a une conscience de classe en devenir, en tout cas. Mais pourtant, il y a une misère pratique beaucoup moins massive qu'aujourd'hui, en 2019. Pourtant, aujourd'hui, il y a une difficulté à retrouver cette conscience de classe, malgré le développement de la paupérisation du prolétariat. Donc, qu'est-ce qui fait que cette conscience va ressurgir et qu'est-ce qui garantit qu'elle ressurgisse, d'ailleurs? Alors, la lutte de classe, et ça, Marx l'a toujours positionné, c'est quelque chose qui surgit dans l'abondance de la misère, mais dans l'abondance de la misère ontologique. Et l'abondance de la misère ontologique, c'est bien évidemment aussi la misère quantitativiste de tout ce qui produit les prolétaires sans réserve, dont le quotidien est de plus en plus écrasé. Mais c'est pas, et on le voit très bien si aujourd'hui on prend la planète dans sa forme universelle, c'est pas les zones de paupérisation absolue les plus intensives qui produisent la conscience de classe révolutionnaire. Il n'y a pas une mécanique quantitativiste, c'est les gens les plus miséreux qui surgissent en radicalité profonde. La radicalité profonde, elle surgit d'abord sur le terreau de la temporalité communiste européenne qui a été le plus loin. Marx nous dit dans la Gazette rhénane, ce n'est pas par hasard que tous les textes fondamentaux du communisme radical sont nés dans la temporalité ouverte du continent européen, dans cette synthèse dialectique entre les luttes communeuses paysannes et le surgissement prolétarien qui produira 1848 et 1871, c'est donc en Europe que la conscience radicale, le continent éclaireur du prolétariat mondial, positionne la lutte de classe. Mais la lutte de classe, elle surgit quand il y a un seuil qualitatif entre la situation d'avant et la situation d'après. Ce seuil qualitatif, alors nous le savons tous, puisque le propre de la dialectique, c'est que la quantité produit de la qualité et que la qualité produit de la quantité, c'est donc bien évidemment la réalité objective de la paupérisation avec l'augmentation du taux d'exploitation et avec les nécessités de restructuration que le capital produit en crise, mais c'est en même temps le résultat d'un passé de longue histoire. C'est-à-dire que le prolétaire lambda, il n'a pas simplement l'histoire du prolétaire lambda. Il est inscrit dans un écosystème de longue durée historique qui fait qu'il est, même de manière inconsciente ou de manière consciente, quand il y a des groupes ouvriers radicaux qui font transmission, il est le produit d'une longue histoire. Il est le produit d'une longue histoire. Et c'est parce qu'il est le produit d'une longue histoire que 1848, 1871, 1936, 1968, 2018, 2019. Vous voyez aujourd'hui, sur la totalité de la planète, compte tenu du gigantesque chaos industriel, commercial et bancaire, en Amérique du Sud, en Asie, des surgissements. Mais des surgissements qui sont profondément réformateurs dans la reproduction de l'économie politique de l'aliénation. Là où on voit des radicalités profondes qui permettent de renouer le fil théorique avec le mouvement communiste contre l'argent et contre l'État,
même si c'est de manière floue, opaque, désordonnée, c'est l'Europe et c'est la France. La lutte des Gilets jaunes pendant un an, elle a été à un niveau de radicalité qu'on n'a rencontré sur aucun autre continent. Et la grève telle qu'on la voit aujourd'hui, même dans les fils barbelés des polices syndicales, on ne la voit nulle part ailleurs. Je regardais l'autre jour un reportage, je ne sais plus sur quelle chaîne, où on interviewait des ouvriers allemands, des ouvriers italiens, des ouvriers espagnols sur ce qui est en train de se passer en France. Et ils se rappelaient vaguement que l'Italie, l'Espagne, la Pologne avaient connu des phénomènes comme ça dans les années 70-80, mais qu'il n'y avait qu'en France qu'on voyait ce prolétariat du privé en 2018 et aujourd'hui ce prolétariat du public en 2019 avec autant d'intensivité radicale. Et l'intensivité radicale, on l'a vu avec les Gilets jaunes sur cette misère des sans réserve, mais on la voit aujourd'hui avec des gens qui, par rapport aux sans réserve du privé qui ont revêtu le gilet jaune, ont des situations qui sont bien plus munies, bien plus pourvues, parce que le développement du capital a créé des sanctuaires pour la reproduction de l'aliénation. La matière ferroviaire, la matière des transports, la matière énergétique, c'était quelque part des sanctuaires de capitalisation concentrée que l'État devait préserver. Donc il était évident que quand on travaillait à la RATP, on gagnait évidemment beaucoup plus que quand on travaille dans un entrepôt de grande surface à la périphérie rouennaise. Donc il y a effectivement deux prolétariats et l'histoire du capital a quelque part avantagé un prolétariat par rapport à un autre parce qu'il était dans des secteurs stratégiques. Mais justement, ce qui est décisif là, entre 2018 et 2019, c'est que la portée de la crise est telle que même les secteurs protégés par le capital sont en train d'être pulvérisés. Le capital est en train de tout pulvériser. Et cette pulvérisation, elle est pour une part quantitative, mais elle est aussi pour une part qualitative. C'est donc pas simplement, comme on le voit souvent dans des discussions syndicales creuses, du beefsteak qui est en cause. Il y a aussi du beefsteak. Mais par-delà le beefsteak, c'est l'ontologie, c'est l'aspiration à la vie, c'est l'aspiration à la rencontre. De la même manière que l'année dernière, on avait sur les ronds-points une vie nouvelle qui surgissait en fraternité et en chaleur. On a aujourd'hui, même dans les dépôts les plus syndicalement contrôlés, autour des bras zéro, des joies à la RATP, à la SNCF ou ailleurs, avec quelque chose qui redéfinit des perspectives. Et c'est d'ailleurs pour ça que le mouvement dialectique de préparation de la grève du 5 décembre, qui est un mouroir syndical pour tuer la lutte, il a déjà eu des débordements avant même le 5 décembre, avec la colère de base du technicentre de Châtillon. Donc, il faut bien comprendre qu'il est en train de se passer quelque chose de profondément dangereux pour le capital. Il est en train de se passer quelque chose dans le rapport social et dans la reproduction du rapport social qui pose la perspective historique concrète de l'indocilité, de l'insubordonnable, de l'incontrôlable. Et on n'a jamais vu autant les chaînes d'information continues faire la promotion du syndicalisme responsable en nous faisant croire que c'était une grève syndicale, alors que les syndicats ont enclenché la grève parce qu'il y avait un tel mécontentement qu'ils étaient obligés de l'enclencher, mais en même temps, toutes ces chaînes de commentaires aliénatoires et de justifications politico et syndicales de la soumission n'arrêtent pas de nous dire depuis le 20 décembre, la base renacle, la base ne se laisse pas faire, la base va plus loin, les dirigeants syndicaux ont du mal à contrôler leur base. Donc on est bien dans un moment de restructuration du capital et de restructuration de la domination du capital avec les syndicats gouvernementaux du capital qui veulent écraser le mouvement en faisant croire au mouvement qu'ils le défendent, mais en même temps, il y a une rage à la base qui fait qu'un nouveau dessin est en train de se mettre en perspective dans le rapport social historique concret de la crise telle qu'elle existe aujourd'hui entre les gilets jaunes qui n'ont pas dit leur dernier mot et le mouvement des salariés du public qui sont en train de prononcer leurs premières paroles. Donc, quelque chose de très dangereux est en train de se dessiner pour le capital. C'est en ça que 2020 sera décisif. Charles, tu voulais intervenir? Oui, par rapport à l'implication réciproque prolétariat-capital. C'est assez intéressant puisqu'en novembre 2018, au moment où précisément où les Gilets jaunes, la même semaine où les Gilets jaunes apparaissaient sur la scène médiatique parce que c'était le commencement officiel comme était le 17 novembre,
Au même moment, on parlait de récession en Chine, récession en Allemagne, en Italie, etc. Et je me demandais, par rapport au développement de la conscience de classe dont on a parlé juste précédemment, les Gilets jaunes se sont insurgés, entre guillemets, contre les syndicats, mais encore dans un rapport qui, on pourrait le dire, est encore dans une forme d'instinct de classe. Selon quelles conditions, dans cette implication réciproque entre prolétariat et capital, on peut voir le déplacement d'un instinct de classe vers justement une conscience de classe? Alors ça, c'est quelque chose de décisif. Et finalement, c'est tout le débat de la radicalité qui a traversé la Première Internationale, dans le positionnement de Marx par rapport à Proudhon, puis de Marx par rapport à Bakounine, quand Marx dit que les proudhonistes, les réformateurs, les mutuellistes, les réagenceurs ne voient dans la misère que la misère. Alors, là, pour reprendre ce que disait Michel, la misère qualitative, la misère quantitative, c'est-à-dire l'exploitation, l'aliénation, la dépossession, la misère est toujours qualitative et quantitative. Mais à quel moment le prolétariat peut surgir dialectiquement comme autonégation de son simple instinct de classe, avec une surdétermination de passivité et de réorganisation réformiste, comme action tendancielle de recomposition à l'infini de l'économie politique, à la conscience de classe. Quelle est la différence radicale entre l'instinct de classe et la conscience de classe? Marx répond, et il y répond de manière extrêmement claire, pour aussi bien les Gilets jaunes que les gens qui sont aujourd'hui dans les dépôts RATP ou SNCF. L'instinct de classe, c'est le moment où il y a une compréhension de la relation antinomique entre le prolétariat et la classe capitaliste dans une forme antithétique, mais qui ne va pas jusqu'à la dialectique de l'auto-abolition. L'instinct de classe, c'est j'ai compris que j'ai un ennemi de classe. Mais tant que j'ai compris que j'ai un ennemi de classe et que cet ennemi de classe demeure dans la reproduction des implications réciproques de l'économie politique, mon partenaire, même si j'ai un instinct de classe, je reproduis le partenaire en me reproduisant comme partenaire. On est dans l'implication réciproque prolétariat-capital, le prolétariat reproduit le capital reproduit le prolétariat. Le passage à la conscience de classe qui positionne après la problématique de la conscience historique vraie, c'est quand cette tension n'est plus saisie de manière statique comme quelque chose qui reproduirait à l'infini toute l'idéologie proudhoniste et néo-proudhoniste de l'amélioration infinie du prolétariat. Et là, on positionne ce que tous les groupes radicaux ont positionné depuis la Première Internationale jusqu'à aujourd'hui. Les contre-révolutionnaires veulent conserver le prolétariat, agencer le prolétariat, voire même donner le pouvoir au prolétariat pour que le prolétariat reste du prolétariat. Ça aboutit au capitalisme d'État concentré, alors que les minorités communistes et la dialectique de l'auto-mouvement a pour objet l'auto-abolition du prolétariat. C'est-à-dire que le passage à la conscience de classe, c'est le passage à la conscience historique par lequel le prolétariat se saisit à titre humain de la nécessité de son auto-abolition en tant que classe, le prolétariat, comme sujet de domestication et d'aliénation sans arrêt reconduite. Donc, à quel moment historique les Gilets jaunes, à quel moment historique les grévistes aujourd'hui en mouvement peuvent passer de l'instinct de classe à la conscience véritable de classe qui permet ensuite le surgissement de la conscience révolutionnaire. Alors, ils ne vont pas y passer parce qu'il y aura des séminaires pédagogiques, il y aura des avant-gardes qui viendront leur faire des piqûres d'analyse historique en profondeur. Ce sera, et c'est pour ça que c'est une vraie conscience, c'est les thèses sur Feuerbach, c'est tout le positionnement des groupes radicaux contre le bolchevisme, Gorter, Ruhl, Rosa Luxembourg, Pankow, Paul Matic, tous les groupes radicaux dans les destinations maximalistes italiennes, allemandes, hollandaises, bon, tout ce qui a fait la saveur communarde des années 30 contre la gauche, contre la droite, contre le gauchisme, contre le bolchevisme, c'est l'automouvement. À un moment donné, l'automouvement du rapport social qui produit l'implication réciproque entre prolétariat et capital produit l'invalidation de la reproduction capitaliste. Mais il n'y a pas de mystère.
c'est la matérialité de la crise ultime du capital. À un moment donné, le capital ne peut plus reproduire la logique de son parcours historique parce que le parcours historique de cette logique invalide lui-même sa propre logique. Et c'est donc un rapport social qui fait qu'à un moment donné, l'instinct de classe se transforme en conscience de classe. N'oublions jamais que la conscience est toujours conscience de quelque chose, nous dit Hegel. La conscience est toujours conscience de quelque chose. Donc, il y a la conscience de la nécessité de l'auto-abolition du prolétariat qui fait passer le prolétariat de l'instinct de classe à la conscience de classe, parce qu'il y a la conscience historique du fait que le capital est en train de s'auto-invalider. Donc, c'est un rapport social de surgissement, de conscience, de désir, de jouissance, de rencontre, de passion, d'amour, de volupté, qui fait qu'à un moment donné, les hommes veulent vivre la vraie vie. Et c'est parce que les hommes veulent vivre la vraie vie que l'instinct de classe est aboli par la conscience de classe. Alors, on n'a pas encore vu cette conscience de classe. Mais qu'est-ce que nous dit Marx? Marx nous dit que dans les tréfonds de l'instinct de classe, on voit autour de ces rencontres gilets jaunes, autour de ces rencontres grévistes, on voit que même la rencontre la plus réactionnaire, même la rencontre la plus plaintive, même la rencontre la plus réformiste, elle a en elle un négatif qui travaille et qui fait qu'elle va plus loin. C'est ce qui fait que là, même si on n'est pas passé de l'instinct de classe à la conscience de classe, quand les bons syndicaux de certaines centrales sont venus passer dans les couloirs en disant « ça y est les copains, on fait la pause ». Mais on ne fera pas la pause. Le « on ne fera pas la pause » n'est pas conscience révolutionnaire, mais c'est déjà une forme d'instinct qui se cristallise, qui s'incarne, qui se solidifie et qui fait préfiguration de la conscience de classe. Donc, la vieille taupe nous apprend, contrairement à ce que pensaient les néo-proudhoniens, les bakouninistes et compagnie, que la révolution et la conscience, ce n'est pas des décrets pédagogiques. Abolition de l'État, abolition du salariat, c'est la pratique sociale de la réappropriation des hommes en leur vie, pour leur vie. Donc, à quel moment l'instinct de classe devient conscience de classe? Quand la situation historique objective du déterminisme de la crise fait que ce qui reproduit le réformisme ne peut plus se reproduire. Et c'est parce que ce qui reproduit le réformisme ne peut plus se reproduire qu'enfin, ce réformisme auto-aboli produit la conscience révolutionnaire qui est la conscience de l'autodépassement dans l'automouvement de la conscience. Donc, par rapport à ce que vous venez de dire, vous nous avez envoyé également un dernier texte que vous avez intitulé donc, l'arnaque de la grève réformiste du Père Noël syndicaliste. Et au final, vous parlez d'escroquerie gouvernementale de fin d'année. Donc, vous avez évoqué les syndicats. Et vous parlez dans le texte à un moment donné que c'est justement la crise des Gilets jaunes qui a fait enseignement et que c'est la classe capitaliste qui s'alarme davantage et donc qui est obligée d'organiser tout ce qui se passe en ce moment. En tout cas, elle fait tout pour que ça soit majoritairement perçu comme un mouvement syndicaliste, alors que c'est justement la crise sociale. Mais vous terminez justement le texte en dernière instance sur la crise financière, la crise mondiale de la finance et donc de la réalité de la baisse du taux de profit. Donc on pourrait peut-être, à part si vous voulez peut-être développer un peu plus ce que vous avez développé dans le texte sur le mouvement des syndicats, mais ça nous amène donc à la réalité de la crise du capital et peut-être faire un point sur l'état de la finance mondiale, puisqu'on voyait que dernièrement, la Fed, concernant le marché interbancaire, elle est relativement suractive et même en panique, puisqu'elle annonce elle-même, j'ai pu voir quelques articles sur la réalité des marchés interbancaires, même les économistes qui étaient les plus optimistes, entre guillemets, s'alarment tous de ce qui se passe en ce moment à travers le marché des prêts interbancaires. Donc, est-ce que vous pourriez nous éclairer? Je vais venir à cette crise. Juste un dernier mot sur la crise actuelle du point de vue social. Vous avez cité à un moment donné une partie du texte où précisément il est montré qu'il y a quelque part une co-organisation
entre les centrales syndicales du capital et le gouvernement. Oui, il faut toujours se rappeler que les syndicats ne sont pas une structure qui collabore avec le gouvernement. Il faut toujours se rappeler que les syndicats en domination réelle sont des métastases du capital, c'est-à-dire des corps policiers du capital. Alors, bien évidemment, on rencontre tous un jour dans une entreprise un camarade syndical sympa qui nous aide, qui à la base est sympa. C'est pas de ça dont on parle. On parle de la structure organique du capital lui-même qui n'existe qu'en tant qu'il est subventionné. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à 95%, les structures syndicales n'existent que parce qu'il y a un subventionnement étatique. Et on rajoute à ce subventionnement étatique les magots des comités d'entreprise. Le magot de la RATP, de la SNCF, de EDF, de Gaz de France, de tout ce que vous voulez. Ce sont des magots qui font des millions et des millions et qui font fonctionner la bureaucratie syndicale. Donc il faut comprendre que quand une grève démarre, la première question que se pose la bureaucratie syndicale, c'est comment je l'arrête. Et les valets de pied des bureaucraties, c'est-à-dire toute cette faune libertaire et trotskiste en décomposition, elle peut éventuellement condamner à certains moments les agissements grossièrement policiers des appareils, mais en tant qu'ils dénoncent les bureaucraties. Le rêve des faunes gaucho-libertaires, c'est d'être elles-mêmes les bureaucrates qui remplaceraient les pas bons bureaucrates. Donc tout ça, c'est la reproduction bureaucratique du parti du salariat, du syndicalisme, c'est-à-dire de la maintenance de l'oppression et de l'aliénation. Et donc, on voit aujourd'hui qu'on n'est pas du tout dans une grève générale interprofessionnelle. Ça, c'est la première arnaque. On nous fait croire qu'on est dans une grève générale interprofessionnelle, alors que les syndicats et l'appareil d'État, le capital et les appareils capitalistes syndicaux se sont mis d'accord pour sectoriser, tronçonner, parcelliser. On va négocier à la RATP, on va négocier à la SNCF. Là, pour éviter les concentrations d'ébullition sociale, on a acheté la paix sociale des contrôleurs aériens. On leur a négocié, parce que ça ne peut pas péter partout. Donc on a acheté les contrôleurs aériens. Les corps de répression militaires et policiers ont été achetés pour reprendre le boulot, parce qu'on en a besoin. La police de l'éducation nationale, la grande police mentale du capital, on est en train de l'acheter en revalisant les carrières. C'est-à-dire qu'il n'y a pas du tout un affrontement de classe au niveau global. Les syndicats ont sectorisé les luttes pour que chaque secteur se retrouve tout seul. Alors, on a bien vu des assemblées générales où des infirmières venaient voir des pompiers, ou des pompiers allaient voir des gens de la RATP, mais tout ça est cloisonné par les syndicats pour pas qu'il y ait une homogénéisation de la lutte, parce que l'homogénéisation de la lutte, elle débouche sur la lutte avec l'État. Elle est subversive, l'homogénéisation, la vraie homogénéisation. Donc, on part d'une hétérogénéisation qu'on ne cesse de reproduire. Donc, et je termine là-dessus, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on est aujourd'hui dans un gigantesque mensonge syndicalo-étatique pour épuiser la lutte, pour casser la lutte et pour terminer avec des négociations corporatives branche par branche pour casser le mouvement. C'est ça l'objectif. Donc, qu'est-ce qui va se passer à la base si un surgissement radical a lieu? C'est qu'on fera péter ça. Ou on a cette grève sectorielle qui tue le mouvement, ou on a un mouvement qui tue la grève sectorielle et qui débouche sur la vraie grève générale. Vous vouliez dire quelque chose, Michel? Oui, pour finir sur la conscience de classe, parce que bon, actuellement, le système il fait tout pour empêcher cette conscience de classe, justement. Il le fait en valorisant le dialogue social, c'est ce que vous disiez, c'est-à-dire le dialogue social, c'est ce par quoi l'esclave négocie avec son maître la perpétuation de son esclavage en négociant les coups de fouet, quoi, le nombre de coups de fouet. Mais il le fait aussi, le système, en valorisant la détresse individuelle narcissique. Alors, on parlait du bilan 2019. Il y a un film qui a vachement fait parler de lui, et c'est pas un hasard, c'est le Joker. Alors, je ne sais pas si vous l'avez vu. Ce film, c'est très intéressant parce qu'il est vachement mis en valeur par le système. Bien sûr. Parce qu'il est obligé. Il y a en arrière-fond un bordel social, un chaos complet, mais qui n'est qu'une toile de fond. Et le cœur du film, c'est surtout pas ça, c'est la détresse personnelle d'un individu là-dedans qui a créé, sans le vouloir, ce chaos,
qui s'en fout complètement de ce chaos parce que lui, il s'est résolu narcissiquement en tuant des gens. Ça m'a fait penser à ce qu'on voyait au début des Gilets jaunes avec certaines personnes qui décapitaient des mannequins de Macron. Il y a quelque chose, quand on ne sait plus quoi faire, on finit par faire des actes, alors symboliques ou pas, qui ne sont rien d'autre que la signification de la détresse de la personne en question. Et le système, il valorise vachement ça, parce qu'il adorait que, comme il voit très bien que la colère augmente et qu'elle ne peut qu'augmenter, il veut des individus qui gèrent leur colère chacun de leur côté, quitte à faire des actes ignobles. Bien sûr. Vous l'avez vu, ce film? Je ne vais plus au cinéma depuis 1950. Donc j'ai des échos comme ça. Mais de toute manière, ce film est très intéressant parce que justement, vous l'avez dit, c'est un éloge de la passivité, de la désespérance et de l'atomisation narcissique. C'est le contraire de la conscience de classe. Mais ça me fait penser à une phrase de Bordiga qui disait le culte du héros, c'est une impuissance totale puisqu'il dit que la révolution sera terriblement impersonnelle, justement. Mais alors, justement, la question, à quel moment sortons de la désespérance, de cette atomisation narcissique, de cette incapacité à acquérir la passion historique, la volonté du désir et la conscience radicale, et on retombe sur la crise, et par rapport à ce que nous disait Guillaume, la problématique de la crise financière. Alors, faut surtout pas se dire que la crise financière est une crise financière. On nous enferme dans des débats sur la crise financière, sur la bulle spéculative, sur les injections de la Fed, sur tous ces sujets-là, pour essayer de nous faire croire qu'il y aurait à un moment donné une autonomie financière qui se serait émancipée de l'économie réelle. Et tous les pôles réformistes qui nous parlent de cette réalité financière nous disent bah oui, il faut reconnecter la finance à l'économie réelle. Comme si la déconnexion entre l'économie réelle et la finance était venue parce que des nomenclaturas avaient désiré cette autonomie simplement pour faire fructifier leur bulle d'appropriation privative. C'est ne rien comprendre à ce qu'est la domination réelle. Il y a bien évidemment des fortunes bancaires qui sont créées, mais la fortune bancaire ne se crée pas parce qu'elle veut se créer fortune bancaire. Elle est liée à la crise du capital, à la baisse du taux de profit, et toute cette autonomisation financière n'a pas d'autonomie historique. L'autonomie financière de la bulle spéculative n'a pas d'autonomie. Elle est elle-même le produit d'une gigantesque fracture cataclysmique dans la reproduction matérielle des conditions de matérialité de sa propre reproduction. On est en plein dans le livre 3. Et on a vécu une dynamique d'endettement généralisée dans les années qui ont suivi 68, 70, 80, 90, fin de la période de reconstruction, saturation des marchés, redémarrage des économies détruites par la Seconde Guerre mondiale, Japon compétitif, Allemagne compétitive, restructuration italienne, restructuration française. Donc on voit d'un seul coup la baisse du taux de profit et la saturation des marchés bloquer l'intégralité de la reproduction capitaliste. Il faut donc, par le mécanisme de l'endettement, élastifier un marché qui s'est totalement rigidifié. Donc, on va élastifier parce qu'il y a la baisse du taux de profit et cette autonomisation, élastification de la bulle financière, elle résulte justement de la crise des monnaies en tant que cela résulte de la crise du taux de profit. Mais cette crise financière, de la même manière que l'on a vu tout à l'heure que le prolétariat n'est pas un objet, mais un rapport social, cette crise financière n'est pas un objet, c'est un rapport social. Ce n'est pas simplement des algorithmes boursiers ou bancaires qui ne répondent plus. C'est une réalité qui renvoie au taux d'exploitation et qui renvoie à la lutte de classe. Même dans la crise financière, quand il n'y a pas de lutte de classe dans la rue, les réalités de structuration délirante de la bulle financière exprime le taux d'exploitation en crise et donc la lutte des classes. Il y a de la lutte de classe quand le prolétariat bouge dans la rue, mais quand il ne bouge pas dans la rue, il y a encore de la lutte de classe et dans le taux d'exploitation et dans les gymnastiques financières, elle s'incarne dans un sens ou dans un autre. La lutte de classe est tout le temps présente. Elle est parfois visible, elle est parfois invisible, mais la réalité de la crise financière, c'est la lutte de classe qui parle. Et Marx nous a appris qu'il y a un moment supérieur dans la crise financière, de la même manière qu'il y a un moment supérieur dans la crise du taux de profit.
Quand on dit baisse du taux de profit, on ne parle pas de l'entreprise alpha qui est là au bout de la rue. On parle d'un taux de profit mondial. Et on parle d'un taux de profit mondial à travers des péréquations par branche et par secteur et par région nationale. La baisse du taux de profit comme cataclysme historique qui rend le capital dans l'incapacité de se reproduire, c'est la baisse du taux de profit au niveau mondial dans le champ de toutes les péréquations, dans le champ de la guerre commerciale et dans le champ de l'unification de la marchandise spectaculaire mondialiste. Donc, il faut comprendre ça. Et quand on parle de la crise financière, on ne parle pas simplement de l'effondrement de la Deutsche Bank, de la Commerzbank ou d'un certain nombre de banques en France qui vont aujourd'hui être extrêmement fragilisées. On parle d'une crise mondiale à travers une péréquation mondiale de ce qui résulte de du taux de profit mondial en fonction des taux d'endettement, en fonction des taux de croissance de la masse monétaire. On est donc là encore dans des péréquations mondiales. Et au sommet de cette crise de la péréquation mondiale, des engagements financiers, des invalidations financières et effectivement des instabilisations matérielles qui expliquent tout ça, on a la problématique interbancaire. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on n'est plus comme dans les années 60, 70, 80, avec des problématiques bancaires qui s'additionnent sur certains secteurs. C'est la matrice impersonnelle de la contradiction valorisation-dévalorisation qui joue dans la structuration interbancaire. C'est plus les banques qui ont un problème, c'est la matérialité bancaire de la dévalorisation qui fait que les banques sont en train de rentrer dans une crise universelle parce que le jeu interbancaire lui-même ne peut plus fonctionner. C'est plus une problématique entre une entreprise et sa banque, c'est plus une problématique entre toutes les entreprises et toutes les banques. C'est l'assise de reproduction de la matérialité bancaire en elle-même dans la dialectique interbancaire de toutes les relations planétaires qui jouent à travers l'euro, à travers le dollar, à travers toute une série de mécanismes. Donc on rentre dans quelque chose où, c'est ce que disait Marx, l'économie de la crise est en train d'invalider la crise totale de l'économie dissimulée par le jeu financier. Et c'est là où l'année 2020, l'année 2021, l'année 2022 vont être des années décisives, parce que ce qui a produit le mouvement des Gilets jaunes, ce qui a produit la crise que nous rencontrons là en décembre, ça va opérer stratégiquement des rapports sociaux unitaires, de rencontres, de dépassement qualitatif, de confluence. Mais ça ne va pas se faire simplement parce que les gilets jaunes du privé périphérique vont aller rencontrer les salariés de la RATP. La rencontre va se faire objectivement dans l'explosion cataclysmique du rapport social, parce que l'explosion cataclysmique de la reproduction étatique monétaire de la mécanique interbancaire va s'auto-invalider. Donc il faut avoir une vision globale. La crise est un rapport social total. Il n'y a pas d'un côté les banques, de l'autre côté la baisse du taux de profit, de l'autre côté la lutte des classes, là les gilets jaunes, là les mecs du public. Il y a une unité dialectique, et c'est parce que du point de vue de la radicalité communiste et du point de vue de la phénoménologie de l'esprit des Grundrisse et du capital, nous avons ce savoir totalisant de la compréhension historique que nous pouvons faire cette synthèse et être sur le chemin du comprendre, de la prévision et de l'articulation méthodologique. Charles, justement, oui, c'est très important ça, parce que justement Marx, dans le livre 3, revient sur le capital fictif, et il dit bien que le fictif, ce n'est rien d'autre que la centralisation des contradictions, des particularités qui se retrouvent dans une totalité. Et alors on a parlé des contradictions du capital fictif en tant que reproduction du capital, mais la fictivité, en particulier en 2019, elle a joué un grand rôle dans la reproduction même du prolétariat. C'est-à-dire qu'on a eu encore cette année tout un spectacle de fictivité terroriste qui s'est accentué. On a eu justement Notre-Dame de Paris, l'incendie de Notre-Dame de Paris. Et tout au long de l'année, on a eu tout le cirque gauchiste sur les fictivités du réchauffisme. Donc on sent bien que ce soit du point de vue de la simple reproduction des rapports de production, du taux de profit, etc., c'est des réalités qui s'incarnent réellement au sein même de la classe et de sa conscience. Et 2019, c'est oui, pour ça que ce que vous dites, je le mets en parallèle avec ce que disait Guillaume. Vous avez aujourd'hui sur Internet une production à foison
de vidéos ou d'émissions sur la banque, sur la crise bancaire. Et le point commun de toutes ces émissions-là, c'est la dénonciation de la fictivité bancaire, c'est la dénonciation de l'autonomisation bancaire et financière, mais pour retrouver une économie saine. Or, c'est l'économie saine qui a créé la fictivité bancaire, ce n'est pas l'économie malsaine. Cette idée que tout est devenu malsain parce que la banque et la finance se sont autonomisées, c'est ne rien comprendre au fait qu'il n'y a pas d'autonomie en domination réelle parce que l'industrie et la réalité financière sont la même. Et d'ailleurs, j'engage tous nos auditeurs à lire le livre 3 du Capital et à lire le 6e chapitre. Ils y apprendront qu'en domination réelle, c'est-à-dire dans le temps de la marchandise achevée aujourd'hui, Marx a prévu cela. Ce qui se réalise au XXIe siècle, il l'a prévu dans les textes de 1868-1878. Le propre de la domination réelle, puisque la baisse du taux de profit est en crise permanente, c'est que le capital financier s'empare du capital industriel. La domination réelle, contrairement à la domination formelle, c'est l'inversion. En domination formelle, le capital industriel exerce une surdétermination sur le capital financier, même si le capital financier a déjà effectivement une envergure montante. Mais le propre de la domination réelle achevée, dans la décadence actuelle et dans la décomposition ultime, c'est qu'il y a phagocytose du capital industriel par le capital financier. Et non pas parce qu'il y a une folie d'autonomisation, mais parce que cette autonomisation est la logique même de la baisse du taux de profit. Donc celui qui ne comprend pas la baisse du taux de profit en tant que baisse du taux d'exploitation, en tant que baisse du rapport de rentabilité qui résulte de l'exploitation et donc de la scène de la lutte de classe prolétariat-capital, ne comprend rien à la crise bancaire, ne comprend rien à la crise monétaire, parce qu'il ne peut pas comprendre pourquoi la fictivité devient le cœur de l'économie réelle. Il n'y a pas l'économie réelle et la fictivité. En domination réelle, le cœur de l'économie réelle, c'est la fictivité du capital par cette crise permanente et gigantesque qui produit l'autonomisation financière, mais une autonomisation financière qui est déterminée par la baisse du taux de profit. Et c'est ça qui va se passer. Et pourquoi le capital a la trouille? Pourquoi le capital est dans un tel marasme? Pourquoi il y a ces réinjections massives? Pourquoi il y a les taux d'intérêt négatifs? Pourquoi justement tout s'emballe, tout se grippe, tout dérape? Parce qu'aujourd'hui, la saturation des marchés, la baisse du taux de profit ont atteint des seuils historiques qui rendent le capital dans l'incapacité de pouvoir reproduire son mouvement. Il va se passer des choses délirantes et il va se passer des luttes de classe brûlantes. Ouais, donc, vous parliez là effectivement des luttes de classe brûlantes qui risquent de revenir. Et d'ailleurs, vous parlez dans plusieurs des textes que j'ai cités en début d'émission, vous parlez de l'intelligence du capital. Donc, c'est-à-dire que le capital a une intelligence pour se remodeler. Donc, vous parlez à plusieurs reprises, donc même dans le dernier texte, vous parlez de l'armée de réserve immigrée comme stratégie capitaliste pour casser ces luttes de classe, puisque justement, si la lutte de classe revient, donc il y a aussi le chaos migratoire qui vient faire aussi stratégie capitaliste pour casser cette lutte-là. Mais même si le capital a une immanence et une intelligence à ce niveau-là, on voit bien que dès que la lutte ressurgit, donc on le voit avec les Gilets jaunes, l'intelligence, elle est plus… on voit sur sur toutes les chaînes, les médiatiques, les experts, les journalistes qui viennent parler, ils ne comprennent rien à tout ça et ils ne comprennent pas du tout au final ce que c'est que la lutte de classe. Alors, est-ce qu'on pourrait parler effectivement de tout ce qui est justement l'intelligence de classe du prolétariat, du chaos migratoire donc, qui risque de surgir, parce que j'ai vu quelques articles récemment, et donc le chaos migratoire, là, est justement en corrélation avec tout ce qui se passe en Europe. Alors, moi, j'attire votre attention sur le fait qu'il faut être très prudent avec le mot intelligence du capital. Il n'y a pas d'intelligence historique du capital, il y a une intelligence pratique des capitalistes. Le rapport social capitaliste, il n'a pas d'intelligence historique.
Parce que précisément, ce qui fonde le rapport social capitaliste, c'est qu'il se croit éternel. Le propre de l'intelligence historique, c'est de comprendre que chaque mode de production de l'aliénation a eu une naissance, un développement et une mort. Et hormis la conscience radicale communiste qui se bat pour l'abolition de l'État et pour l'abolition de l'argent, hormis cette sphère-là de compréhension critique qui comprend la vie et la mort des modes de production, personne ne comprend la dialectique de mort du capital. Si on est passé par Hegel et par Marx et par les groupes maximalistes radicaux, on comprend très bien que le capital est entré depuis 68 dans la phase terminale de son histoire. Il est né au XIIIe siècle. En 1914, il s'est emparé du monde et on est à la phase ultime de sa décadence. Nous, aujourd'hui, à travers les textes des groupes radicaux, à travers les textes de Marx, à travers les prévisions de Marx, nous comprenons très bien que le capital va mourir. Mais le capital comme rapport social, avec ses centres de recherche, avec toute l'intelligence qu'il a en mouvement, il n'a pas cette intelligence historique. Il n'a qu'une intelligence pratique limitée. Quand le capital met en marche l'armée de réserve immigrée, le grand chaos migratoire, le chaos terroriste, le chaos bancaire, le chaos institutionnel, quand par exemple l'impérialisme américain se structure pour détruire totalement le Moyen-Orient. Il n'a pas l'intelligence historique de la temporalité historique. Sans ça, il saurait qu'il va de toute manière mourir. Il a une intelligence pratique de manigance sur certaines temporalités pour se restructurer. Ça, c'est l'immanence de l'automate, de l'usine globale du capital, du rapport social, mais il n'y a pas d'intelligence historique. L'intelligence historique comprend les origines, le développement et la destination. La différence là entre nous quatre et Bilderberg, c'est que Bilderberg n'aura jamais, parce que dans le rapport social de l'aliénation, c'est une intelligence fétichiste, ils n'auront jamais d'autre intelligence que celle de la reproduction fétichiste de leur rêve d'éternité. Mais ils n'auront jamais l'intelligence historique de la caducité inévitable de leur rapport social. Donc seule la conscience radicale communiste a l'intelligence du capital, parce que seule elle sait pourquoi il va mourir, comment il va mourir et à quel moment il pourra mourir. Donc ça, c'est décisif. Alors, par contre, ce qui est intéressant, ce que vous avez dit, c'est qu'il faut toujours en revenir, parce qu'on a vu sur cette année 2019 la floraison du sociétal. Ça fait des années et des années que le capital se restructure dans l'intelligence fétichiste du sociétal pour que précisément le sociétal obscurcisse définitivement la lutte de classe. Ça, le capital, il a très bien compris que la lutte de classe, c'est dangereux, le sociétal, ça le régénère. Mais ça ne lui donne pas une intelligence historique parce qu'il ne comprend pas où ça va au stade final de toutes les contradictions. Mais en tout cas, du point de vue de la lutte de classe, il faut comprendre que la seule chose qui fasse peur au capital, même s'il n'a pas l'intelligence historique de la terminaison, c'est la lutte de classe radicale du prolétariat contre l'État et contre le capital pour abolir l'argent, pour abolir l'État, pour abolir la marchandise et pour abolir le salariat. Par contre, le sociétal, c'est la bouée de secours. Et on l'a vu avec le mouvement des Gilets jaunes. Le mouvement des Gilets jaunes a été envahi de sociétal, et là, on revoit le sociétal revenir. C'est quoi le sociétal? Le sociétal, Guy Debord l'avait déjà positionné en 1995 dans sa fameuse lettre à Bounan. Le sociétal, c'est la refonte du marché narcissique de la marchandise totalitaire. C'est le culte homosexuel, c'est le culte immigré, c'est le culte féministe et c'est le culte du capitalisme vert. Parce qu'on sait que l'homosexuel, l'immigré, la féministe et le capitalisme vert sont nécessairement des vecteurs de reproduction historique de la marchandise modernisée. Le capital veut la marchandise modernisée. Il a donc besoin de ces luttes sociétales parce que ces luttes sociétales font écran, paravent et asphyxie à la lutte de classe. Par contre, la lutte de classe, ça c'est insupportable. Un prolétariat communard qui renaît et qui dit abolition de l'État, abolition du salariat. Ça, c'est pas possible. Donc, notre seul ennemi, c'est le sociétal aujourd'hui. Dans la décomposition ultime du capital, le capital n'a comme voie de garage que les luttes antidiscriminatoires
du modernisme de la marchandise est le fameux capitalisme vert, l'icône virtuelle Thunberg. C'est-à-dire que c'est pas difficile. Vous mettez la radio tous les jours, vous mettez la télé tous les jours, vous regardez les publicités tous les jours, le prolétariat doit disparaître. Doit disparaître. Au mois de juillet 2019, place d'Italie, un ouvrier est tombé d'un échafaudage. C'est un accident du travail, c'est la réalité de l'exploitation, personne ne connaît son nom, ça a fait une micro-dépêche. Ça n'entre pas dans la modernisation du capital. La modernisation du capital, tous les feuilletons, tout ce que vous regardez, toutes les pubs pour les parfums, pour les vêtements, c'est l'immigré, c'est l'homosexuel, c'est la féministe, c'est le capitalisme vert. Le prolétariat doit disparaître. Donc c'est clair. Comment on va écraser le prolétariat gilet jaune et comment on va écraser le prolétariat des surgissements de décembre dans le capitalisme vert antidiscriminatoire de la refonte moderniste, effectivement, où on est tous immigrés, homosexuels, féministes. Tout ça, le capital adore. C'est son champ d'accumulation prioritaire dans la recomposition idéologique de la servitude infinie. Par contre, le prolo gilet jaune qui dit « ah bah l'argent » ou le prolo RATP qui commence à se radicaliser et qui pourrait rencontrer le prolo gilet jaune, ça c'est la détestation infinie. C'est des gens infréquentables. Donc, où est la lutte de classe? Elle est dans cette intelligence de compréhension historique que nous avons parce que nous savons que le capitalisme va crever. Par contre, l'intelligence limitée et fétichiste du capital qui nous vend le capitalisme vert avec tous ces langages inclusifs d'abrutissement universel, ça, c'est l'étouffoir. Donc, le terrain de la lutte de classe, pour ceux qui ont l'intelligence radicale, il est clair. C'est un enjeu de conflits radicaux entre la vraie lutte de classe anticapitaliste et toutes les merdes commerciales antidiscriminatoires du capitalisme vert bobo des centres-villes de la réorganisation marchande. Tout est posé là et c'est ce qui va se passer en 2020. C'est ce qui va se passer en 2020. Il y aura deux trajectoires historiques qui vont être parallèles, le sociétal et la vraie lutte de classe. Et chaque fois que le capital, qui n'a pas de moyens financiers pour écraser la lutte de classe, les redistributions financières du Grenelle de 69, c'est fini. Maintenant, la vraie police mentale pour écraser la lutte de classe, c'est de l'enfermer dans le sociétal. Le sociétal est notre ennemi et il dit la lutte de classe à l'envers. Michel ? Vous parlez de l'intelligence, enfin, vous dites intelligence anhistorique, certes, mais il y a une intelligence pratique du capital qui attaque la conscience de classe dont on parlait au début de l'entretien. Et vous parlez de l'immigration, juste un chiffre, je ne sais pas si vous les connaissez. Il y a un groupe de réflexion qui s'appelle Eurasylum, qui a été créé en 2001, qui est rattaché à la Commission européenne, et qui a dans ses membres, ou qui a eu parmi ses membres des gens comme Attali, Debord ou Pierre-Henry, je crois que vous avez débattu avec lui, c'est le président de transfert d'asile. Voilà. Et qui avait pondu une étude en 2010, donc avant, c'est ça qui est intéressant, avant les printemps arabes, guerre de Libye, guerre de Syrie, puis immigration qui vont s'en suivre, et une étude sur alors je cite, sur la faisabilité globale d'un programme de relocalisation où ils établissent en quelque sorte la capacité d'accueil maximale de chaque pays européen. Et pour la France, ils fixent ça, on se demande comment, enfin pour eux c'est scientifique, hein, ils fixent ça à 486 millions. En fait, la France actuellement a une densité de 110 ou 120 personnes au kilomètre carré et ils partent sur une base de 1000. Bon, mais ça passe, ce genre de choses, ça passe pas auprès du prolétariat. C'est voué à l'échec. Le sociétal, c'est pareil. Le problème, c'est que le capital fabrique aussi des parades antisociétales. Et là, on peut parler du populisme qui est en vogue, mais qui est un dérivatif majeur à la lutte des classes parce qu'il donne l'impression fausse qu'il s'oppose au système. Et donc, si le système est actuellement pro-immigré, pro-bobo, pro-capitalisme vert, etc., ça laisse croire que si demain on était anti-immigré, anti-féministe, anti-capitalisme vert, on aurait une solution, mais ce serait une solution capitaliste. Et c'est aussi le capital qui nous pense cette solution-là.
Et donc, il y a un danger majeur de ce point de vue-là, parce qu'il y a beaucoup de personnes dans des mouvements comme le Gilets jaunes qui sont très attirées par ce qu'on appelle les populismes. Mais alors, si vous voulez, là, c'est là où il faut être dialectique. La question immigrée, la question féministe, la question homosexuelle, la question bobo, toutes les questions sociétales, on doit les analyser du point de vue de la lutte de classe. C'est-à-dire que le capital n'a pas d'intelligence historique, au sens où il n'a pas de conscience vraie. Sans ça, il saurait qu'il va mourir. Mais il a une conscience historique aliénée, c'est-à-dire une conscience fétichiste dans le court terme aliénatoire de sa temporalité. Il sait très bien ce qui le renforce et il sait très bien ce qui l'affaiblit. Si on est dans le culte de l'immigré, le culte de l'homosexuel, le culte du féministe, le culte du capitalisme vert qui doit se répandre partout, c'est que le capital sait très bien que ce sont des vecteurs de réagencement aliénatoire de l'économie narcissique de la représentation, de l'économie de l'exploitation et de la domestication. Et ça, les Gilets jaunes l'ont très bien compris. Ce qui ne plaisait pas du tout aux nomenclaturas médiatiques, politiques et idéologiques, c'est que les Gilets jaunes posaient la question de l'immigration d'un point de vue social. Moi, j'ai vu des Gilets jaunes avec qui je parlais me dire « mais bon, on se fout de la couleur des gens. Ce qui nous intéresse, c'est dans la lutte, le rapport social. » Et le gilet jaune de la banlieue rouennaise, qui est dans une désespérance et une misère dingue, il comprenait très bien que la métropole capitaliste, avec la classe capitaliste, les bobos et les immigrés, c'est bien un triptyque privilégié. Les immigrés de Seine-Saint-Denis, ils ne se dépêchent pas de courir à Roissy pour repartir au Mali ou en Algérie. Ils savent très bien où est la situation préférentielle. Tous ces gens qui sont soi-disant dans des zones, on dit des quartiers, c'est des métaphores, des quartiers en perte de république. D'abord, ils ont une situation qui est beaucoup plus avantageuse globalement que cette France périphérique des prolétaires classiques, parce qu'il y a non seulement la pompe à subvention des 40 milliards, des 50 milliards, des 60 milliards qui vient constamment arroser ces régions-là. On voit d'ailleurs au niveau des municipales, toute la gauche du capital se chercher une clientèle électorale dans ces quartiers-là. L'islamo-gauchisme du capital est une réalité historique pour casser la lutte de classe. Donc tout ça se comprend très très bien. Mais le prolo qui a quitté Paris, qui a quitté la banlieue parisienne et qui se retrouve au fin fond du Val d'Oise, il voit très bien que sa situation à lui par rapport à son père et par rapport à son grand-père en fait un dépossédé, un dépourvu. Le type qui arrive dans des conditions abominables du Mali et qui vit à Montreuil, par rapport à ce qu'il quitte, il entre dans un micro-Eldorado. Donc, il y a bien une immigration privilégiée dans le rapport social. Ça, c'est la lutte des classes. C'est une réalité concrète. Et le capital sait qu'il peut s'appuyer sur ces populations-là qui sont privilégiées par rapport à l'endroit d'où elles viennent si elles y étaient restées. Alors que le prolétariat classique des luttes de classe de la longue durée n'a pas cessé d'être mis sans réserve, dépourvu, dégarni. La grande paupérisation, elle ne touche pas les banlieues. Parce qu'entre l'économie parallèle et l'approvisionnement des saupoudrages budgétaires, on a une vraie, on voit où est la vraie réalité de la misère prolétarienne contemporaine dans la Creuse, dans l'Ariège, dans toute une série de zones qui n'ont pas de subventions et qui n'intéressent personne. Les Misérables, on vient de sortir un film qui s'appelle Les Misérables. C'est l'apologie de l'armée de réserve immigrée à travers tous les relais médiatiques. On n'a pas fait un film qui s'appelle Les Misérables sur le prolétaire gilet jaune de la périphérie lyonnaise. Il n'intéresse personne, celui-là. Parce que dans son incarnation historique de lutte de classe communarde, il peut trouver à un moment donné, dans la nuit la plus noire, le chemin qui mène à l'abolition du salariat. Donc lui, on ne veut surtout pas en parler. Par contre, les misérables tels qu'ils sont positionnés dans le film, on est sûr à 100% qu'ils ne trouveront jamais le chemin de l'abolition du salariat. Sauf
quand le prolétariat des périphéries reviendra et qu'il imposera cette abolition du salariat. Donc, comprendre la réalité du capital aujourd'hui, c'est comprendre la gigantesque machine aliénatoire du sociétal qui est notre ennemi, et développer la lutte de classe au niveau des Gilets jaunes comme au niveau effectivement de ce qui va surgir dans cette grève de décembre, c'est mettre à bas toutes les illusions politiques. Et quand Michel, vous parliez du populisme, et bien évidemment, le populisme, c'est une construction politique pour parquer les prolétaires déclassés dans un zoo identitaire qui oublierait la lutte de classe. Mais le problème de l'immigration ne nous intéresse pas d'un point de vue identitaire, ethnique. On s'en fout de l'identité ethnique. Si demain on était dans un zoo de blancs abrutis, universalisés, tous dans le salariat débile, ça ne nous intéresse pas. On ne désigne pas l'immigration parce que l'immigration vient d'ailleurs, parce que ceci ou parce que cela. On la désigne parce qu'il y a un rapport social objectif de lutte de classe qui l'utilise pour casser la lutte de classe. Donc, le prolétariat, dit Marx dans la Nouvelle Gazette rhénane, il a une identité culturelle. Franc, c'est le contraire de soumission. Franc, c'est un vieux terme germanique qui dit que c'est la première cohorte devant qui se tient debout. On est issu de cette gauloiserie réfractaire à travers un érotisme, à travers une culture, à travers le logos, à travers toute une série de pratiques esthétiques, littéraires, culturelles, musicales. Ça, c'est effectivement une réalité historique et c'est parce que nous sommes tout ça que nous sommes effectivement dans la projection des communards et que le manifeste communiste, dans sa radicalité profonde, il n'est pas né à Tombouctou, à Kyoto ou je ne sais où. Il est né dans les insurrections prolétariennes de juin 48, dans cette sève communarde qui était effectivement une sève de cuisine, de bouillonnement, de culture. Alors, le gilet jaune, par exemple, moi, je discutais avec des gilets jaunes d'origine alsacienne. Ils disaient quand même, on va nous imposer une choucroute halal. Et la choucroute, ce n'est pas simplement un truc qu'on bouffe comme ça de temps en temps. C'est aussi une réalité historique. C'est aussi une réalité historique. Et cette réalité historique, on la trouve aujourd'hui dans la réalité de Noël, dans cette incarnation subversive qui fait que Noël, c'est, comme le voit très bien Hegel, c'est bien évidemment l'incarnation du divin sur la terre. C'est l'incarnation du divin sur la terre, mais c'est aussi le logos séditieux contre tous les marchands de la marchandise et contre tous les templiers du temple de la marchandise. Si toute cette richesse culturelle-là de sédition n'est pas née en terre bouddhiste, en terre taoïste, en terre musulmane, en terre judéo-protestante, mais sur cette matrice de radicalité ouvrière qui prolongeait les communaux paysans ancestraux, ce n'est pas par hasard. Donc, nous avons une identité prolétarienne de lutte de classe radicale qui défend notre culture européenne subversive, parce qu'elle est européenne subversive. Donc, il n'est pas question de se laisser enfermer dans des zoos électoraux populistes pour avoir demain un capitalisme identitaire à nous. C'est débile. Et c'est aussi un piège pour enfermer le prolétariat. Mais les Gilets jaunes ne s'y sont pas laissés prendre, parce qu'au moment où les Gilets jaunes défendaient justement cette identité culturelle pour ne pas devenir effectivement des gens mangés par la grisaille échangiste du capital mondial, il y avait un taux d'abstention record aux européennes. Donc, certains Gilets jaunes ont voté pour des listes populistes, mais il y a beaucoup de Gilets jaunes qui sont restés abstentionnistes. On peut quand même tout de même noter par rapport à ce que vient de dire Michel qu'il y a une antithèse quand même radicale, puisque c'est ce que vous abordiez aussi quand même. Le populisme, c'est une chose, mais les cultures érotiques entre, par exemple, les populations du Maghreb et la réalité européenne, la culture n'est pas du tout la même. Et on peut quand même dire que, par exemple, le territoire européen, l'histoire du territoire européen s'oppose quand même radicalement à l'islam. Oui, non, mais pas qu'à l'islam. D'abord, l'islam, si vous voulez, là, on fête Noël. Et dans le même temps,
sur la place de la République, vous avez un chandelier à 8 branches, c'est la fête de Hanouka pour les Juifs. C'est très intéressant d'opposer Noël à Hanouka. Noël, c'est la fête de l'être générique universel dans une relation d'amour et de subversion. Alors, je mets de côté les églises institutionnelles du rapport social de la domestication aliénatoire. Je ne parle pas de l'église catholique, je ne parle pas de Byzance, qui sont des appareils que l'Empire romain en décomposition a fait jaillir pour justement asphyxier et museler la parole révolutionnaire du Christ. Je parle du Christ radical. Le Christ radical qui surgit en Noël, nous dit Hegel, c'est le moment où l'homme rencontre le divin, le moment où le divin rencontre l'homme, et c'est d'ailleurs le péché majeur pour le judaïsme et l'islam, qui n'est qu'une variante simplifiée du judaïsme, cette idée que le divin aurait pu s'incarner dans un corps humain. C'est le péché par excellence, parce que justement, contrairement au logos grec de l'incarnation et de l'automouvement, le judaïsme et l'islam font du divin une puissance supérieure qui crée une Torah de servitude ou une Houma de soumission à travers une loi. Dieu, c'est la loi. Dieu, c'est la loi. Pour le Christ, et c'est là où Hegel nous montre toute la subversion qui sera reprise après par Marx et Engels, je renvoie au texte de Engels, Les origines du christianisme, le christianisme abolit la domestication de l'au-delà. Il abolit l'aliénation qui viendrait nous donner domination et loi. Le sermon sur la montagne, c'est l'abolition de toutes les séparations. Et donc, la fête de Noël, c'est le moment où l'incarnation prend sa dimension universelle, telle qu'elle dit le logos universel des hommes. Le logos universel des hommes. Et ce logos universel des hommes nous permet de regarder les juifs, les musulmans, les taoïstes, les shintoïstes, et nous leur disons, dans le Christ radical qui dépasse les églises institutionnelles de soumission, nous vous aimons, sortez de vos prisons mentales, sortez de vos prisons de soumission, trouvez l'être générique du logos universel. Or, la fête de Hanouka, c'est le contraire. C'est une fête anti-hellénique. C'est le conflit non seulement entre des juifs enfermés dans leur réalité tribaliste et la pensée grecque, mais c'est même une lutte entre juifs eux-mêmes, entre ceux qui s'hellénisaient, qui commençaient à ne plus pratiquer la circoncision, la nourriture traditionnelle, les séparations. C'est-à-dire que c'est une lutte entre les juifs de l'enfermement et les juifs de l'ouverture. Donc, il faut bien comprendre que le message du Christ à Noël, il est d'une radicalité qui fait exploser l'Église catholique, qui fait exploser l'Église byzantine et qui d'ailleurs va marquer toutes les luttes incendiaires de la paysannerie médiévale. Le Christ vient dire ce jour-là, à travers le solstice, la grande pensée radicale de l'être générique, l'amour universel. C'est-à-dire, si moi je dis l'amour universel et je rencontre sur la place de la République un juif pratiquant, il va me dire mais c'est horrible si ma fille épouse un non-juif. C'est horrible. Et le Christ vient et il dit abolition de toute cette césure, abolition de toutes ces séparations. Il n'y a plus de juifs, il n'y a plus de grecs, il n'y a plus d'hommes, il n'y a plus de femmes, il n'y a plus de domination, il n'y a plus de maîtres, il n'y a plus d'esclaves. Il y a l'amour universel. Et là, il y a un rapport radical entre les évangiles et les manuscrits de 44. Nous sommes, nous, communistes, dans la dialectique qui abolit toutes les dominations, toutes les servilités, toutes les étrangéités. Nous sommes du point de vue du logos, dans la radicalité universelle de l'universel réalisé. Et là, le Christ est grec, parce que le Christ était galiléen. Le Christ est grec. Et Marx, dans le texte de 1857, sur l'Iliade et l'Odyssée, sur l'art grec, sur l'histoire, dit « Nous sommes des Grecs, nous sommes des Grecs ». Et quand vous allez au Louvre et que vous voyez la Vénus de Milo, il n'y a pas de Vénus de Milo possible en terre judaïque, en terre islamique, en terre bouddhiste, en terre shintoïste, en terre des Védas. La Vénus de Milo dit Eros. Elle dit la beauté de la verticalité. Elle dit la puissance de la forme. Elle dit le cheminement charnel du désir. Et elle dit aussi, bien évidemment, à travers ce logos radical qui avance, tout ce qui va produire l'histoire culturelle radicale du continent européen subversif, révolutionnaire, contre tous les continents de soumission.
Donc Noël, ce n'est pas simplement ce que les églises nous présentent comme marchandise institutionnelle depuis que l'Empire romain en décomposition a eu besoin d'une police idéologique et qu'il l'a construite pour faire d'un côté le patriarcat de Constantinople et d'autre côté le Vatican. Mais c'est une réalité profonde, et c'est une réalité profonde d'incarnation et de soumission dépassée. Là, je regarde. Alors, Marx, dans la question juive, nous montre que finalement, Vatican II, qui a eu lieu bien après, est déjà posé dans la dialectique du capital. Le capital est vétérotestamentaire. Le capital est par essence vétérotestamentaire. Il déteste le Nouveau Testament. Et aujourd'hui, dans un Vatican totalement protestantisé, qui est donc un Vatican d'anti-lutte de classe, qu'est-ce qu'on a comme icône aliénatoire du fétichisme de la marchandise? On a Bergoglio qui nous montre un Christ avec un gilet de sauvetage. Quelle est la forme supérieure de l'aliénation commerciale du Vatican vétérotestamentaire? C'est l'immigré de Soros. De Bergoglio à Soros, en passant par toutes les cliques d'ultra-gauche qui sont les laboratoires de recherche de la marchandise, on méprise le gilet jaune, on méprise le prolo qui est sur la trajectoire de la lutte de classe, et on adore l'immigré qui va nous faire effectivement promotion du capitalisme vert et de la modernisation des relations sociales aliénatoires du capital. Donc tout se tient, l'âme grecque, le Christ, la Révolution, le Nouveau Testament, l'Ancien Testament, la subversion, la soumission, l'érotisme, la lumière, la profondeur, la radicalité. Bref, 2020, il y a deux 2020. Il y a le 2020 du capital et il y a le 2020 du prolétariat qui veut détruire le capital. Donc on revient, c'est ce que disaient les présocratiques. Et Héraclite et Parménide disaient souvent, quelle que soit la question que vous allez me poser, ma réponse sera toujours la même. Parce que toute question nous renvoie au grand tout. Elle nous renvoie à cette lutte de classe radicale pour abattre l'argent, abattre l'État et surtout émanciper les hommes dans un véritable rapport d'universalité. Sortez de vos synagogues et de vos temples, sortez de vos mosquées et de vos temples maçonniques, sortez de vos enfermements, de vos aliénations, de vos détresses, de vos malheurs, de vos angoisses. Retrouvez la vie, la rencontre, l'humanité, la jouissance et l'émancipation. C'est ça l'incarnation christique. Vive la joie universelle contre le capitalisme mondial. Charles, tu voulais ajouter quelque chose? Oui, alors c'était sur un autre sujet, mais on a vu en 2019 un retour par rapport à la subdivision impérialiste justement entre les États-Unis, l'Europe, qui est un peu en prolongement de ce qu'on a eu par rapport à certaines remarques qui ont provoqué en négatif affaire Benalla, affaire de Rugy. Et depuis le courant de l'été, avec les rencontres que Macron a eues avec Poutine, avec les invitations qu'il donnait à des émissaires iraniens pour venir à certaines réunions internationales, ou par exemple le projet actuel de l'Allemagne de faire un gazoduc directement branché sur la Russie pour éviter de passer par la médiation ukrainienne et le tampon américain. On a un ressurgissement de conflits entre l'Europe et les États-Unis. Et qu'est-ce que, du point de vue de on va dire le repartage du marché et la crise du capital, qu'est-ce que ce conflit d'anti-soumission dans le repartage des marchés, parce que justement l'Allemagne était écrasée depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale et commence à dire peut-être qu'industriellement il faudrait poser des limites face aux Américains. Comment on peut l'interpréter pour, on va dire, 2020, époque de repartage pour justement l'impossibilité de la reconduction capitaliste? Alors bon, c'est un sujet qui est vaste, il faut essayer de le synthétiser, mais je vais faire un rebond à partir de ce que disait Michel sur les votes populistes. Les votes populistes, c'est quelque part un instinct de classe aliéné, mais qui ressurgit contre les nomenclaturas du temps dominant du gauchisme de la marchandise. L'élection de Trump, le Brexit, Bolsonaro, ce n'est pas des phénomènes politiques comme ça conjoncturels. C'est lié à la baisse du taux de profit et au fait que la gauche est morte. On parlait tout à l'heure de manière ouverte et à bâton rompu des 30 ans de la chute du mur de Berlin. Nous fêtons les 30 ans de la chute du mur de Berlin. Il y a 30 ans, et plus encore il y a 60 ans, la gauche avait un rayonnement culturel de vaste puissance.
aujourd'hui, elle est totalement décomposée dans les tréfonds de la société. Elle existe médiatiquement, elle existe dans les polices capitalistes de l'éducation nationale et du journalisme, mais la gauche, elle est absente sur les ronds-points et elle est de plus en plus absente dans les grèves que l'on voit apparaître sur cette fin décembre, même si les derniers appareils essayent de recruter. Donc, il faut voir cette gigantesque métamorphose culturelle et idéologique qui fait qu'aujourd'hui, de la même manière que les Gilets jaunes se sont opposés à la nomenclatura moderniste du gauchisme de la marchandise, on a eu le même problème avec le Brexit, on a eu le même problème avec Bolsonaro et on a eu le même problème avec Trump. La masse prolétarienne aliénée qui ne s'abstient pas aux États-Unis voulait absolument virer les Clinton et les Obama. Donc, le vote populiste, c'est un vote de classe aliéné dans l'organisation aliénatoire de la reproduction du capital. Mais c'est un instinct de classe dévoyé dans l'aliénation, mais il nous indique qu'il y a quelque chose qui, là, est en train de travailler. Le Brexit, toutes les élites mondialisées de la reproduction aliénatoire bruxelloise et toutes les banlieues à caractère immigré ont voté contre le Brexit. Ceux qui ont voté pour le Brexit, c'est ceux qui n'ont pas été des gilets jaunes en Angleterre, mais qui, parce qu'ils n'étaient pas des gilets jaunes comme en France, ont, par le Brexit, marqué la même protestation de cette Angleterre périphérique qui récuse la classe déprivilégiée de la métropole. Donc tout ça est très très important. Et tout ça est très très important, c'est parce que ça a lieu dans une restructuration du capital avec une infrastructure qui est totalement industriellement et commercialement et financièrement en recomposition à partir justement de l'intensification de la baisse du taux de profit. Et regardez la politique Trump, en n'oubliant pas la politique Obama, la politique Clinton et alors Clinton, Madame Clinton, Monsieur Clinton, et puis en amont, les deux Bush. L'ordre américain, depuis que Trump a pris le pouvoir, n'a pas engagé une seule guerre. La spécificité de Obama, de Bush, de Clinton, c'était petite guerre, moyenne guerre, grand massacre, puisqu'on a eu les deux grandes opérations de la guerre du Golfe, mais on avait une Amérique qui, à tout va, jouait la déstabilisation parce que le niveau de baisse du taux de profit, dans le cadre des restructurations impérialistes, permettait encore de vastes opérations militaires et on a eu la grande dévastation du Moyen-Orient. Aujourd'hui, la politique, l'articulation entre les États-Unis et Israël, pendant des années, s'est faite avec une surdétermination des intérêts locaux israéliens. Guerre du Golfe, guerre contre la Syrie, déstabilisation de l'Irak, attaque périphérique contre l'Iran, etc. Trump a certes reconnu Jérusalem pour capitale éternelle de l'État d'Israël, même si la formule n'a pas été faite. Il a reconnu l'annexion du Golan. C'est-à-dire que Trump montre qu'il a une solidarité avec Israël. Il a une solidarité pratique avec Israël, puisque dans le partenariat impérialiste sur la région, il y a effectivement entre les deux une interpénétration solide et durable. Mais il ne fait plus du tout, comme Obama, Clinton et Bush, une politique directement adéquate à son partenaire. Il s'est autonomisé et ce qui, à l'époque de Fabius, de Clinton et d'Obama était impossible, il a accepté quelque part que Assad reste. Et dans le même temps, le grand projet israélien d'un Kurdistan autonome, il l'a invalidé. Donc, on a une nouvelle donne dans le cadre de la politique impérialiste américaine qui fait passer la politique impérialiste américaine aujourd'hui au même niveau d'étiage que la politique de Poutine. Je m'explique, je l'ai dit à plusieurs reprises, il y a deux façons d'être dans la circulation du mondialisme de la marchandise. Il y a la circulation du mondialisme de la marchandise unipolaire,
et il y a la circulation du mondialisme de la marchandise multipolaire. Depuis que Trump a gagné les élections contre Clinton, on a cessé aux États-Unis d'avoir le mode de représentation du Pentagone, de la CIA, en relation bien évidemment avec le Mossad, d'une déflagration moyen-orientale et d'une activation purement unipolaire. Trump s'est rapproché de la position de Poutine, mais il ne s'est pas rapproché de la position de Poutine par hasard. C'est que la déliquescence du rapport mondial aujourd'hui fait que la politique monétaire américaine dont nous avons parlé tout à l'heure, les restructurations, les nécessités pour faire redémarrer une économie dans le cadre de la crise mondiale sur des bases un peu moins falsifiées et un peu plus solidifiées, rend nécessaire un désengagement du chaos sans fin tel qu'on l'a connu au Moyen-Orient. Il y a donc un repositionnement, mais ce n'est pas un repositionnement dû au hasard, c'est un repositionnement qui est dû justement au niveau d'articulation de la baisse du taux de profit. Et donc, on a maintenant des partenariats. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que sur ce niveau-là, Trump est bien évidemment en conflit avec son État profond et avec l'État invisible. Dans le véridique rapport, on a insisté sur cette problématique-là. Et d'ailleurs, ce qui est très intéressant, c'est que vous voyez que toutes les nomenclaturas bruxelloises qui ont ciré les pompes à Bush, qui ont ciré les pompes à Obama, qui ont ciré les pompes à Clinton, qui applaudissaient Clinton quand Clinton bombardait la Serbie, se sont totalement désengagés de l'État américain actuel représenté par Trump. Il y a deux États américains, il y en a même trois. Il y a l'État, alors il y a l'État invisible, avec toutes les structurations de l'immanence du fétichisme de la marchandise, avec tous les conflits entre le Pentagone, le département d'État, tout l'appareil militaro-industriel des profondeurs, et ça, c'est l'immanence de la crise du capital et du fétichisme de la marchandise, c'est l'État invisible, c'est le socle. Et puis il y a l'État visible avec Trump qui a été élu. Et entre l'État visible et l'État invisible, il y a l'État profond des articulations, des manigances, la destitution, le jeu médiatique sur les accords soi-disant téléphoniques, secrets entre la Russie et Trump pendant la campagne. Puis maintenant, on a eu le cinéma ukrainien. Donc, il y a constamment ce tiraillement-là. Mais si vous reprenez la vie diplomatique internationale depuis des décennies, vous verrez que tous ceux qui ont été les soldats au garde à vous de toute la politique impérialiste américaine sont aujourd'hui, parce qu'ils sont en osmose avec l'État invisible et avec l'État profond, les pourfendeurs de Trump. Tous ceux qui adoraient les manipulations géopolitiques de la crise américaine à l'époque Obama et Clinton détestent Trump. Parce que justement, Trump est en train d'essayer, dans un conflit entre l'État visible et l'État invisible, de permettre de trouver une solution qui serait adéquate à une gestion correcte compte tenu de la baisse du taux de profit. Trump essaye de sortir du délire du chaos sans fin parce que précisément compte tenu de la réalité des infrastructures américaines, il le dit, il faut que les boys rentrent à la maison, il faut qu'on s'occupe de nos affaires. Il y a donc une vision nationalitaire. On retrouve la vieille vision américaine classique du « on s'occupe d'abord de nous » avant effectivement d'aller jouer les gendarmes du monde. Mais ça n'était possible, ça devient possible parce qu'il y a un niveau de crise, et que ce niveau de crise est très puissant. Et dans le même temps, il y a ce que vous disiez avec les gazoducs russes, il y a une redéfinition qui se met en marche et on voit que Macron, qui a été élevé dans le giron hollandiste, Hollande qui, tous les matins, quand il se rasait, voulait assassiner Bachar el-Assad. Il a beaucoup bougé, Macron. Parce que Macron, même s'il n'a aucune intelligence historique de la crise terminale, il a une intelligence pratique aliénée des structurations sociales, diplomatiques et industrielles du moment. Et Macron a compris ce que De Gaulle avait toujours compris, c'est que l'Allemagne ne pourra jamais développer dans la situation actuelle une politique d'autonomie. L'Allemagne, vassalisée culturellement après sa destruction industrielle de 1945,
elle n'a pour vision politique que de demeurer dans le giron américain. Bon, vous vous rappelez peut-être des accords Adenauer-De Gaulle. De Gaulle avait essayé de remettre l'Allemagne dans une politique d'autonomisation et il avait comme projet de créer à moyen terme une armée franco-allemande dans une économie franco-allemande très développée. Et Adenauer était relativement assez d'accord avec ce projet-là, même s'il était entouré de confluences et d'influences américaines. Et à l'époque, tous les circuits de Jean Monnet avaient tout fait pour faire capoter ça. Et ça avait capoté. Et l'Allemagne, depuis cette réalité-là, n'a jamais eu d'objectif autre du point de vue d'une force militaire possible que de rester dans le giron américain. Et Macron se rend bien compte que l'Allemagne veut un développement industriel, mais ne veut pas de développement militaire. Elle veut rester sous le parapluie américain. Donc, Macron, il bouge. Macron, il évolue. Il voit bien, alors il y a crise des gilets jaunes, déstructuration de l'industrie française, colonisation américaine de l'industrie française, puisque vous savez qu'Alstom est passé dans le giron de General Electric. Mais ça, c'était au début. Donc Macron, il voit bien qu'il est assis sur une gigantesque cocotte minute. Gilets jaunes, grève sociale, déstructuration. Il se dit, pour terminer et pour envisager éventuellement un autre mandat, il faut définir d'autres partenariats. Il y a donc des rapprochements qui sont très très étonnants, et des rapprochements que l'on a revus à la réunion du BRICS au Brésil dernièrement, où on a vu des partenariats se mettre en mouvement entre le Brésil, la Chine, la Russie et la Turquie. C'est-à-dire que la Turquie, qui est entrée dans la guerre en Syrie pour détruire Assad et pour imposer Al-Nosra, version ancestrale de la CIA Al-Qaïda, a fait demi-tour. Et il y a aujourd'hui des partenariats qui se mettent en marche entre la Russie et la Turquie. Et d'ailleurs, le Kurdistan, voulu au début par la CIA et le Mossad, il est aujourd'hui contrecarré à la fois par Poutine et par Erdogan. Donc, la crise de 2018-2019 en France, dans sa maturation sociale, a donné tous ces paramètres-là, gilets jaunes, et là, 2019, grève dans les secteurs publics. Ça, c'est notre entité hexagonale. Mais dans le champ européen, dans le champ mondial, cette baisse du taux de profit qui a produit ça en France, produit plein de cristallisation, de refondation, de déstructuration et de réorganisation. Tout est en train de bouger. Tout est en train de bouger. Alors, on n'en est pas encore à ce qui serait la grande hantise de l'ordre impérialisme américain, enfin, un Rapallo qui s'organiserait, mais il est évident que la problématique du gazoduc, elle positionne, malgré les blocages de l'Allemagne, des partenariats qui se font industriellement, même s'ils ne se font pas militairement. On a vu des rapprochements autour de la Syrie entre la France et la Russie. Plein de choses sont en train de bouger, plein de choses sont en train de se dessiner, mais parce qu'il y a le feu, il y a le feu au lac, la crise intensive de la valorisation, la déstructuration, le chaos financier, le chaos bancaire, le chaos immigrationniste, le chaos terroriste. On n'entend plus parler de l'enquête sur l'incendie de Notre-Dame de Paris. Monsieur Villeneuve a disparu, Monsieur Mouton a disparu, les projets de reconstruction sont en route, mais on ne sait toujours pas pourquoi Notre-Dame de Paris a brûlé. Donc, le capital crée des choses merveilleuses qui disparaissent au fur et à mesure qu'elles apparaissent. On est dans une crise généralisée qui est littéralement sublime. Mais il faut toujours en revenir à cette réalité. La crise du capital est en train de se généraliser de manière offensive et elle oblige cette lutte de plus en plus forte entre l'État visible et l'État invisible. Quand Macron parle justement de l'OTAN mort cérébrale et que dans le même temps où il a parlé de l'OTAN mort cérébrale, il parle des résistances bizarres du Quai d'Orsay et qu'il dit que quelque part on l'empêche de faire la politique qu'il voudrait faire, je veux dire que, et Trump, alors bon, moi je ne suis pas sur Twitter, je ne suis pas sur Facebook, mais il y a des tweets de Trump où chaque semaine il dit il y a un état profond qui est en train de magouiller contre moi parce qu'on ne veut pas que j'avance. Donc tout est en train de se redéfinir et comme le dit Marx,
Quand les choses se redéfinissent, l'invisible devient de plus en plus visible. Donc il y a réellement une maïeutique phénoménologique de l'apparition. La crise est de plus en plus visible, elle est en train de tout redéfinir. L'année 2020 sera une accélération sur tous les territoires, géopolitique du capital, lutte de classe, beaucoup de choses vont avoir lieu, mais beaucoup de choses vont avoir lieu parce que nous entrons dans le temps des grandes précipitations sociales et historiques de la baisse du taux de profit. Nous n'avons qu'une boussole pour comprendre ce qui se passe. C'est la baisse du taux de profit, c'est la saturation des marchés, et c'est ça qui organise l'intégralité du processus historique qui est en train de se développer. Ouais, pour rebondir sur ce que vous disiez sur Trump, Trump, il est très 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 méchant parce que c'est un bof qui tweet, donc c'est pas bien. Ah bah oui. Obama, lui, était prix Nobel de la paix avant même de commencer d'ailleurs. Et je crois qu'il a le record d'assassinat ciblé, Obama. Alors que aujourd'hui, justement, je crois que c'est la semaine après que Macron ait fait sa remarque sur la mort cérébrale de l'OTAN. C'est l'OTAN lui-même qui a été sacré prix Nobel de la paix. Alors, on est à un niveau de contradiction assez incroyable quand même. J'ignorais. Mais bon, d'un point de vue de la lutte de classe, tout ça pour nous, c'est très secondaire justement parce que quand on constate ça, que les plus méchants des méchants, pour prendre un langage enfantin, sont pas ce qu'on croit. On peut être tenté d'aller vers les moins méchants. Et donc, il y a au niveau multipolaire, il y a le populisme, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, mais au niveau unipolaire, il y a encore la nouvelle parade. Et là, c'est le cheval de Troie du climat. Parce que le climat, c'est le moyen d'imposer un mondialisme politique. Parce qu'on ne peut résoudre des problèmes mondiaux climatiques supposés que par des décisions mondiales. Donc, c'est censé être un tremplin vers un gouvernement mondial, d'une certaine façon. Donc, on a les deux fausses parades d'un point de vue de la lutte des classes. On a d'un côté le retour à un nationalisme qui s'intéresserait plus à ses propres populations, qui serait moins sociétal, etc. Et de l'autre côté, l'autre parade, donc, qui est celle du mondialisme politique via le climat. Alors, sans même parler du délire, parce que maintenant, on est revenu dans vous savez, les danses de la pluie des Indiens. Donc, les gens manifestent et c'est censé faire baisser la température. En marchant, ça va faire baisser la température. Et le problème, c'est que d'un point de vue de la lutte des classes, toute parade est une défaite anticipée, d'une certaine façon. Alors, là, j'anticipe un peu sur notre prochaine émission, mais il n'y a qu'une solution. Il n'y a qu'une solution, c'est le communisme. Mais là, je rebondis sur un texte décisif de Marx dont on a souvent parlé, qui est le texte sur la censure. En tant qu'homme de l'émancipation humaine, en tant que communiste pour un monde nouveau, pour un monde humain, nous savons que là où le débat est interdit, là réside essentiellement l'impérialisme du faux, sur tous les sujets. Première guerre mondiale, Deuxième guerre mondiale, colonialisme, réalité climatique. Donc, les gens ne sont pas idiots. Ils voient le soliloque constamment reproduit de la circularité aliénatoire du capital. À partir du moment où on discute un peu avec les gens et qu'on leur dit « mais quand même, vous vous rendez compte, cette circularité obligatoire, on est effectivement dans une dynamique totalement orwellienne. C'est-à-dire que le ministère de la vérité… il n'y a pas de débat sur le climat. Il n'y a pas de débat sur le climat. Donc, s'il n'y a pas de débat sur le climat, c'est que ceux qui veulent nous faire croire que le climat, c'est ça, sont incapables de supporter ne serait-ce que 5 minutes de débat contradictoire. Et ça, les gens le pigent bien, d'autant que c'est grotesque. Je regardais l'autre jour une émission, je crois que c'était le journal télévisé, et il y a eu des inondations en Corse. Et alors, j'ai éclaté de rire, parce qu'on ne m'a pas parlé du réchauffement climatique. Il y a une nana qui s'était perdue en 30 ans et qui dit « c'est à cause du trou de la couche d'ozone ». C'est-à-dire qu'on nous a emmerdés pendant 30 ans avec le trou de la couche d'ozone, on n'en parle plus du tout, et là, encore, s'il y avait une rescapée de la couche du trou je tiens, elle avait 30 ans de retard. Mais si vous voulez, tout ça est grotesque, tout ça est lamentable, mais… Orwell l'explique très bien à propos de la novlangue.
la novlangue, elle travaille. Alors, je rappelle que Orwell, c'est pas un romancier de science-fiction. C'est un homme qui a été à Barcelone en 1937 et qui a vu la gauche du capital écraser massivement l'insurrection ouvrière de Barcelone, l'insurrection des barricadiers contre l'argent, contre l'État et contre les ministres de la CNT. Quand il écrit 1984, c'est une dialectique radicale de ce qu'est l'empire du faux. Et la novlangue, elle fonctionne sur deux registres. Elle appauvrit constamment le vocabulaire, et elle interdit les débats. Donc, la novlangue présuppose qu'il n'y ait plus aucun débat sur tout. On a une vérité dans le cadre de ce que le ministère de la Vérité édicte. Alors, la Première Guerre mondiale, c'est ça. La Deuxième, c'est ça. Le climat, c'est ça. Le Moyen-Âge, c'est ça. La santé, c'est ça. Il n'y a plus de débat. Mais dans le même temps, ça présuppose une diminution radicale des potentiels culturels d'investigation et de trajectoires curieuses. Il faut tuer la curiosité. Et je regardais justement un reportage sur le film Misérable et on voyait la pauvreté langagière de ces banlieues privilégiées du capital qui rendent même impossible la distribution d'un tract sur l'abolition du salariat en bas d'un hall où les mecs font le guet pour diffuser la came de la marchandise mondiale. Expliquer l'abolition du salariat. Par contre, j'ai régulièrement des correspondants qui m'envoient les vidéos de l'INA. Vous avez des vidéos de l'INA sur la banlieue années 60, la banlieue années 70. Et là, on comprend pourquoi Orwell travaille cette problématique de l'appauvrissement du langage et l'appauvrissement du dictionnaire. C'est-à-dire que vous voyez des blousons noirs, vous voyez des prolos qui, dans les banlieues des années 60, sont capables de construire des phrases sur des sujets que même les journalistes aujourd'hui sont incapables d'avoir. Donc, la déperdition de curiosité, la déperdition du langage et le débat interdit, c'est la norme du fétichisme de la marchandise en domination réelle achevée. Et j'en profite pour vous parler d'un truc qui est c'est la boucle de la boucle. Quand on dit que le capital est anatique, parce que le capital commence par l'avortement et il finit par l'euthanasie. C'est-à-dire que dans une vie, quand on est un embryon humain, il faut commencer par éviter l'avortement et puis au bout, il faut éviter l'euthanasie. Mais cette boucle-là, elle est pas simplement technocratique, c'est le fétichisme de la marchandise. Et toutes les réalités sociétales se retrouvent. C'est-à-dire que généraliser la pilule pour les laboratoires pharmaceutiques du capital et universaliser le cancer du sein et de l'utérus, c'est progressiste du point de vue du capital. Et au même moment où on généralise la contraception, on continue de généraliser l'IVG qui ne s'appelle pas l'avortement, parce que c'est pas beau avortement, donc on dit IVG. Il y a des acronymes fétichistes de la marchandise qui permettent d'évacuer la réalité par un substrat métaphorique qui cache ce que l'on ne veut pas voir. Mais dans le même temps où il y a l'IVG, il y a plus de 200 000 avortements par an. Il y a plus de 200 000 avortements par an. Et au moment où il y a ces 200 000 avortements par an, et au moment où le Club de Rome nous positionnait une décroissance obligatoire, on organise dans la même séquence avec Chirac et Giscard le regroupement familial. On a donc grosso modo 200 000 immigrés qui rentrent et 200 000 avortements. Quand Marx parle de grand remplacement, mais du point de vue de la lutte de classe, pas du point de vue ethnographique, il montre bien qu'on ne peut pas comprendre la problématique de l'immigration si on ne la relie pas à la lutte des classes. Ce grand transfert de population qui s'organise à partir des années 70, suite à la grande grève sauvage généralisée, et qui opère un transfert de population pour faire migrer le prolétariat européen hors de son histoire, en faisant migrer des populations qui ignorent la lutte de classe radicale dans cette histoire du prolétariat radical. Tout ça, ça ne se comprend que du point de vue de la lutte de classe. Et quand au bout du bout, on a l'affaire Vincent Lambert avec l'euthanasie de masse comme production indispensable pour, à la fin de la retraite par points, organiser la mort comme dernier chantier. Tout est lié. Le capital est une dialectique de mort.
Le capital, c'est la mort de l'homme. La vie du capital, c'est la mort de l'homme dans tous ses aspects. Avortement, euthanasie, ce sont des logiques du capital. Vous pouvez prendre tous les textes de Marx, dans sa relation à Eugénie, dans sa relation d'amour à ses enfants, même dans les plus grandes phases de pauvreté. Il n'aurait jamais été envisageable pour Marx et pour Eugénie de se poser dans le cadre d'une compréhension communiste de la Gemeinwesen la nécessité de l'avortement. Au contraire, l'avortement était condamné d'une manière radicale comme technique capitaliste pour généraliser les flux et éliminer les surproductions que le capital mettait en marche dans la reconstruction de sa masse industrielle. C'est le gauchisme de la marchandise à travers des sectes léninistes qui a commencé à faire promotion capitaliste de l'IVG et de l'avortement. Mais nous sommes des Grecs. Nous sommes des Grecs, dit Marx. Héraclite, Hippocrate. L'embryon n'est pas un haricot qui se balade dans le corps des femmes. L'embryon est une personnalité humaine de radicalité potentielle qui est respectée dans le cadre de la Gemeinwesen, dans le cadre de l'amour. Il y a tout à redéfinir. Le capital est l'horreur. Le capital est inesthétique. Le capital est bête. Le capital est anatique. Le capital, c'est l'anti-humanité. Nous retrouverons notre humanité, non pas en bricolant, ça on le garde, ça on le retire, ça on le garde, ça on le retire. Non. La Gemeinwesen, l'émancipation de l'homme, c'est l'émancipation de toutes les fétichisations marchandes de la domination. Et effectivement, demain, dans le cadre de l'émancipation humaine contre le capital et contre toutes les logiques de rentabilité du capital, nous abolirons l'euthanasie de masse. Moi, je voulais, avant qu'on parle du sujet dont Michel a parlé, c'est-à-dire la solution qui nous envoie vers le communisme comme antithèse absolue à la dynamique de mort du capital. Alors, c'est pas pour parler de ce sujet-là en particulier, mais c'est pour le lier à la compréhension de ce qu'est la démocratie. Donc, c'est tout ce qui s'est passé à Hong Kong, et donc il y avait des gilets jaunes puisque bon, aujourd'hui tout est indistinction. Alors, on a beaucoup de personnes regardent tout ce qui peut se passer en ce moment, vu qu'il y a une crise généralisée, du fait que ce qui se passe à Hong Kong, ce serait la même chose que ce qui se passe en France avec les gilets jaunes. Et au final, donc eux, ils se battent surtout pour avoir un aspect démocratique beaucoup plus fluide, un petit peu comme ce qu'on a chez nous en Europe. Et donc, ça m'a fait penser un peu à une phrase de Marx dans la critique du programme de Gotha, où il dit que justement la lutte de classe finale, elle aura justement lieu dans la démocratie. Et il faudrait justement qu'on puisse développer ce qu'on fait régulièrement à travers les entretiens qu'on a fait avec vous, c'est la mystification démocratique et apporter un petit peu de distinction entre ce qui se passe à Hong Kong et ce qui se passe avec les Gilets jaunes. Et justement, si on doit terminer sur le sujet du communisme, montrer que le communisme est complètement antithétique à la démocratie, justement. La démocratie est la phase supérieure du capital. C'est l'autonomie du sujet et c'est l'autonomisation absolue de la valeur d'échange. C'est-à-dire que dans tous les pays où la structure démocratique aliénatoire ne donne pas sa pleine étendue, c'est parce que la structuration du capital est encore relativement immature et insuffisamment développée. Le Portugal des années 74 a dû se séparer de son empire colonial, de ses vétustés corporatistes, pour accéder à la démocratie moderne du capital, pour précisément avoir un mode de gestion aliénatoire du politique qui corresponde au développement et à l'essor de la modernité de son infrastructure. Dès qu'un pays quitte les survivances archaïques d'un capitalisme premier ou d'un capitalisme incertain ou d'un capitalisme non développé,
il accède à la démocratie. Donc, la démocratie n'est pas le règne de l'émancipation humaine, c'est le règne de la totale émancipation de notre naturalité à servir la marchandise. Et je rappelle, on a fait plusieurs vidéos et plusieurs textes là-dessus, que le démos, ce n'est pas une notion neutre de peuple comme ça qui se balade. Le démos, c'est la population aliénée sur le territoire de la valeur d'échange. Lorsqu'en grec, la démocratie est née, c'est le moment où la communauté traditionnelle de l'anti-argent a été effectivement éclatée et que le démos, comme entité aliénatoire d'une population asservie dans les dèmes, le démos, c'est les dèmes. Les dèmes sont des unités physiques, géographiques de territorialisation de la valeur d'échange. C'est pour ça que toute la pensée radicale qui, à partir de la première internationale, et contre toutes les impostures social-démocrates et bolcheviques, a formalisé la compréhension de l'automouvement du prolétariat, a toujours dit abat la démocratie, qui est effectivement la dictature réalisée de la valeur d'échange. Et relisez tous la critique de l'État hégélien et la question juive, et la Sainte Famille, qui sont trois textes fondamentaux pour faire une critique de la mythologie démocratique. La démocratie est la pire dictature possible du capital. C'est la pire. Donc, là, on m'a envoyé un texte débile, je ne sais même plus de quel groupuscule gauchiste en décomposition c'est. Alors, il mettait sur le même plan les grèves de décembre avec ce qui se passe en Amérique du Sud, ce qui se passe en Hong Kong. C'est-à-dire que le gauchisme a toujours été un confusionnisme absolu pour nous asservir à la modernité du capital. C'est-à-dire que le gauchisme, c'est le réformisme extrême. Donc, ce réformisme extrême, c'est toujours au cul de la marchandise. C'est d'ailleurs pour ça que toutes les réformes sociétales les plus débiles, on a les gauchistes qui sont au carrefour à porter les cierges et à accomplir l'accomplissement. Donc, effectivement, le communisme, c'est l'abolition radicale de la démocratie, parce que c'est l'abolition de la valeur d'échange, c'est l'abolition de l'autonomisation narcissique du sujet comme sujet politique de la reproduction de l'aliénation. Dans le communisme, il n'y a pas de politique. Dans le communisme, il y a une communauté organique qui produit en fonction de ses besoins et qui reproduit la nécessité de reproduire ses besoins. Il n'y a pas d'État, il n'y a pas d'argent, il y a des coopératives de production qui produisent ce qui nous est nécessaire. Il n'y a donc pas de démocratie, c'est-à-dire de structure représentative. Et pour en revenir aux Gilets jaunes, on a quand même quelque chose de très très important, c'est que dans ce reflux des Gilets jaunes qui va produire d'autres flux et d'autres recompositions, le Hochérique a disparu. Au bout d'un an d'épuisement dans le réformisme ricain, le RIC a perdu beaucoup de sa valeur d'échange. Et il existe encore, il subsiste, mais c'est très timide. Oui, il y a toujours quelques fossiles, mais et donc ce qui sera important de positionner, c'est pour ça que cette émission sur le communisme, elle sera extrêmement importante. Il n'y a qu'une seule alternative. Et il n'y en a toujours qu'une, d'ailleurs, je rappelle que Alternativus, c'est un. On voit tout le temps dans les médias des ploucs journalistiques vous dire il y a des alternatives. Non, c'est pas possible. Il y a toujours une alternative. Donc, quand il y a une alternative, il y a deux chemins. Et donc, il n'y a que deux chemins. Le capitalisme, dans toutes ses fractions capitalistes, le gauchisme de la marchandise, le droitisme de la marchandise, le capital régénéré, dans toutes ses formes, proudhoniennes, néo-proudhoniennes, droitistes, gauchistes, et le communisme. C'est-à-dire qu'il y a le camp de l'abolition de l'argent, le camp de l'abolition de la dictature démocratique du profit, le clan de l'homme émancipé, le clan de l'homme et de la femme dans la jouissance cosmique de la vraie vie. Puis de l'autre côté, il y a toutes les sectes bureaucratiques et politiques de la démocratie du capital. Et la démocratie du capital, c'est le pire esclavage. Parce que qu'est-ce que la démocratie? C'est ce qui nous réduit à être un automate, un sujet solipsiste dans l'échangisme universel de la valeur d'échange, politique, syndical, économique. Dans la démocratie, je suis rompu en mon humanité. Je ne suis plus qu'un atome narcissique autodécisionnel. Mais autodécisionnel de quoi? De mes désirs marchands. C'est le désir marchand autodécisionnel qui fait de chacun d'entre nous une épave circulatoire sur le marché de la démocratie, de la reproduction du capital. Donc, vive le communisme,
à bas la démocratie, parce que la démocratie, c'est toujours l'argent et l'État. Nous détruirons l'État et nous détruirons l'argent, nous détruirons la dictature démocratique, nous détruirons la dictature démocratique. La dictature démocratique, c'est Assange qu'on va faire mourir. Quand on veut faire mourir Assange et qu'on lui dit « silence, tais-toi, on ne veut plus que ça circule », c'est la démocratie. Mais les pires défenseurs de la démocratie, c'est effectivement toutes ces sectes gauchistes qui vous disent « mais ça, c'est pas la bonne démocratie ». C'est une fausse démocratie. La vraie démocratie, nous on connaît, ce sera une démocratie où les gens géreront eux-mêmes leurs affaires. Oui, ils géreront eux-mêmes leurs affaires marchandes dans des usines de merde, dans des territoires paysans de merde. Le vieux slogan un art débile, ouvrier prend l'usine, paysan prend la terre. Puis entre les deux, il y aura des étalons monétaires pour comparer ce qu'on fait dans les usines et ce qu'on fait dans les campagnes. Et il y aura des assemblées politiques démocratiques directes, la démocratie directe du capital. C'est donc tout ce poison-là qu'il faut foutre en l'air. La démocratie, rappelez-vous toujours ce que disaient Marx et Engels, l'étendard de la démocratie sera le dernier étendard de la réaction quand elle nous fusillera au moment ultime de la lutte de classe radicale. À Barcelone, c'est au nom de la démocratie qu'on a massacré les ouvriers de la CNT et du POUM qui refusaient d'obéir à leur bureaucratie. C'est toujours la démocratie qui fusille. C'est la démocratie qui a fusillé en juin 48. C'est la démocratie, la social-démocratie qui a fait crever Rosa Luxembourg et les camarades spartakistes. C'est toujours la démocratie qui fusille le prolétariat. Bon, ben, très bien. Charles ou Michel, est-ce que vous vouliez rajouter quelque chose peut-être? Michel, on ne t'entend pas, ton micro est coupé. Il a coupé. Ah, pardon. Ma chienne qui faisait du bruit. C'est pas grave, le bruit des chiens est souvent beaucoup plus intelligent que les paroles des hommes abrutis. Hein. C'est pas moi qui vais vous contredire. Non. Mais oui, la démocratie est pire que la dictature pour la même raison que le salariat est pire que l'esclavage. C'est-à-dire que l'oppression est toujours là, mais elle est cachée, donc c'est pire. Parce qu'on croit qu'on en est sorti. Bon, je pense que de toute façon, on a dit l'essentiel. Je ne sais pas ce que tu en penses, Guillaume. Et puis, on a bien tracé le chemin qui va nous mener tout droit vers la prochaine émission sur le communisme. Je ne sais pas comment on l'a titré. Qu'est-ce que le communisme, je crois? Oui, je crois que c'est ça. Ouais, bon, là, ce qu'on peut faire, c'est souhaiter une année 2020 à tous les hommes et à toutes les femmes qui nous écoutent pour qu'il y ait jouissance, conscience et surtout prise en compte. Lisez, parce qu'on ne peut pas comprendre ce qui nous arrive si on ne restitue pas à nos existences individuelles leur signification historique dans le grand mouvement universel des continents, des périodes, des temps et des crises. Je ne peux pas savoir qui je suis si je ne comprends pas comment le mouvement historique universel fait ce que je suis dans le temps où je suis, avec mes désirs, mes angoisses. C'est parce que nous sommes des hommes et des femmes historiques que nous aurons jouissance, conscience et plénitude. Et 2020 sera très riche. Parce que compte tenu de ce qui s'est passé en 2019 et compte tenu des articulations historiques déterministes, toute la nécessité historique qui va avoir lieu va faire péter des milliers de choses. Donc, il va se passer des choses fantastiques pour l'émancipation humaine et on se rapproche de cette dialectique historique qui nous permettra enfin de détruire l'État, de détruire l'argent et de faire naître une vraie communauté humaine émancipée de toutes les domestications, de toutes les religions, de toutes les servitudes, de tous les mensonges.